En fait, chaque semaine, on check que la cataracte est encore en bon état. Ouais, bah là, ça va très mal, clairement. Genre, moi, j'ai encore une migraine depuis hier. Moi, je pensais que j'allais faire le truc le plus geekos, et en fait, non, merci Alban. Tu déranges Jamy de C'est pas sorcier, tu sais. Et je suis très contente de revoir Jason Graham, si je ne m'abuse. Stéphane Graham. Je m'abuse du coup. Moi, je me rappelle plus trop de la fin. Bah, la fin, en fait. Bah, non, je vais pas arriver à la fin, pardon, n'importe quoi. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. The Last Showgirl de Giacopola raconte le chant du cygne d'une danseuse de cabaret en fin de carrière interprétée par Pamela Anderson, et le film allemand Berlin été 42 d'Andreas Dresen nous propose un autre chant du cygne, celui d'une jeunesse prête à mourir pour ses idées et qui lutte clandestinement contre le nazisme. Dans la convocation du Norvégien Halvdan Ullmann Tondel, les parents des jeunes Armand et John sont convoqués par la direction de l'école pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé entre eux, agression sexuelle ou simple jeu. Et si la série britannique Adolescence convoque elle aussi les parents d'un jeune garçon, c'est cette fois-ci au commissariat car il est accusé d'un meurtre, celui d'une de ses camarades de classe. Sortie brutale de l'enfance et chant du cygne, on profitera des ces 4 épisodes filmés en une seule prise pour s'intéresser en focus du jour à un dispositif de cinéma, celui du plan séquence. Et Roman accordera sa carte blanche au traitement de la crise d'angoisse sur le petit et grand écran. Avant que vous en fassiez une vous aussi, sachez qu'en dépit de ce lourd programme, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio, action. Bonjour à tout le monde, on est au quasi complet. Bonjour Alban. Bonjour. Bonjour Félix, bonjour Roman, bonjour Émile que j'aperçois dans le fond. Bonjour Imen, Laurent, Manon et Yori évidemment. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. C'est pour tout le monde, pour que tout le monde, en fonction de l'heure d'écoute de la journée, comme J'ai ça. l'impression qu'on fait cette vanne toutes les semaines, Mais oui. et peut-être qu'elle ne vieillit jamais. Et bah, courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et alors aujourd'hui, on répond à Fabien G3P et qui nous dit que le dernier tiers de Mickey 17 est un remake de Nausicaa en moins bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Bah, en effet, à la fin de Nausicaa, il y a aussi des grosses bébêtes qui ressemblent un peu à celles de Mickey 17, en un peu moins velues. Mais en tout cas, il y a en effet visiblement une parenté graphique que Fabien nous a fait remarquer entre la fin de Mickey 17 et Nausicaa. Et Fabien en profite pour nous dire bonnes analyses, même ceux qui ont aimé, on sait dans quel camp il se situe, mais merci à lui. Et j'en profite aussi pour remercier Clémence Côté, qui est une auditrice et une amie, je crois, d'Alban, qui nous a gentiment envoyé, alors c'est surtout pour les personnes qui regardent sur YouTube, un cadre avec le logo de la perche. Et surtout, Clémence nous l'a envoyé parce que je crois qu'elle a eu pitié du dessin fait un peu à l'arrache de la perche qu'on avait sur toutes nos vidéos YouTube, c'est ça ? C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle me dit respectez-vous. Franchement, j'aime tellement qu'on fasse... C'est pas gentil pour Roman qui a Qui a fait un très beau dessin. Bah oui, je suis d'accord. Mais écoute, Roman... Ouais, il est très beau ce cadre, on doit C'est peint à la main, c'est On upgrade. peintre en lettres. Non mais il est magnifique et surtout j'aime tellement que nos auditeurs aient tellement pitié de nous qu'ils nous fassent des cadeaux. S'il vous plaît, continuez. Et pour continuer à avoir pitié de nous, s'il vous plaît, donnez-nous des bonnes notes sur les applications de podcast parce que ça stagne. On a de plus en plus d'abonnés, ce qui nous fait vraiment plaisir. Et de plus en plus d'auditeurs. De plus en plus d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent chaque semaine, mais vous ne nous aimez pas beaucoup dans les étoiles, enfin dans le sens où on a genre je crois 20 notes sur Apple Podcast alors qu'on fait genre je sais pas plusieurs centaines d'écoutes sur cette plateforme. Pareil, abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait, donnez-nous des bonnes notes si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez pas ce qu'on fait c'est peut-être pas la peine. En tout cas voilà, nous ça nous aide à remonter dans les fameux classements de podcasts, ça permet à des gens qui ne nous connaissent pas de nous découvrir par simple recherche et pas seulement parce qu'on leur a dit connais-tu ce podcast qui s'appelle La Perche, bref, c'est un peu plus facile et nous ça nous aide, ça nous fait plaisir et n'hésitez pas à commenter, des gens le font déjà sur Spotify, c'est super chouette, pour continuer à le faire sur Apple, sur YouTube, nous on vous lit toujours avec grand plaisir même quand vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et surtout on adore vous répondre. Et bien avant de parler cinéma on va parler chiffres, c'est le box-office de la semaine. Bon là c'est le calme plat mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi.
Et alors Yuri, quels sont les films qui trônent au sommet de ce box-office ? Eh bien, sans surprise, c'est Mickey 17 qui est toujours en tête des ventes, j'ai envie de dire, en tête des charts, puisqu'il fait 257 000 entrées sur sa deuxième semaine. Alors, on est sur une toute petite semaine quand même de fréquentation en salle. Les gens sont retournés à l'école, au travail, je ne sais où. En tout cas, les vacances se sont terminées. Il fait beau. Enfin, oui, depuis 2 jours et demi, donc ça compte pas, je pense. Mickey 17 qui, du coup, cumule 683 000 entrées, ce qui est un score honorable, plutôt sympathique. Il y a l'air d'avoir un bon bouche à oreille autour de ce film, en tout cas une vraie curiosité. Dans les 2 vraies bonnes surprises qui suivent, c'est On ira, le film d'Enya Barou avec Juliette Gasquet, dont on a publié l'entretien Tendre la perche la semaine dernière. C'est une occasion de faire de l'autopromo à la fois pour nous, pour Juliette et pour ce film qu'on a beaucoup aimé qui s'appelle On ira, donc d'Enya Barou, qui fait 184 000 entrées pour sa première semaine. C'est un tout petit film à 3 millions d'euros. Donc avec quand même une jolie distribution, qui fait une très belle moyenne par copie, qui est pas non plus surdistribué. Il est moins distribué qu'un Mickey 17 ou autre, donc c'est chouette que ce genre de film arrive à percer. Et juste après, il y a la Soderbergherie du mois, puisqu'il y a The Insider qui fait 178 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un score comme diraient les nuls dans La Cité de la Peur, bien mais pas top. En 4e position, il y a les Délocalisés, la nouvelle comédie des frères Bougueraba, qui raconte l'histoire de gens qui vont, je crois, en Inde expliquer à des ouvriers comment il faut faire la grève. Ouais, j'ai vu la bande-annonce, c'est ça le pitch. Et Le Secret de Khéops, qui est un petit peu un échec quand même, puisqu'il cumule seulement 300 000 entrées au bout de sa 2e semaine d'exploitation, ce qui est pas dingo, il va à peine taper les 500 000. Et puis, le gros échec de la semaine, est-ce qu'on est content, pas content, je ne sais pas, mais c'est Partenope de Paolo Sorrentino. On en a pas dit beaucoup de bien la semaine dernière. Qui donc se noie dans la baie de Naples, puisqu'il fait 44 000 entrées pour sa première semaine. Ah ouais. Le budget est de 26 millions d'euros. Voilà, mais c'est assez intéressant, je trouve, sur le positionnement de Pathé sur ces genres de films d'auteur un peu prestige, parce que Limonov de Serebrennikov, qui était sorti en décembre, avait un peu subi le même sort. Donc c'était un film qui avait coûté pas mal d'argent, qui était un peu le film prestige d'auteur, etc. Mais qui avait été à Cannes quand même. Mais les 2 étaient à Cannes. Partenope aussi était à Cannes, c'est vrai. Et dans les deux cas, c'est des films que visiblement Pathé a du mal à distribuer, à faire, je sais pas, à faire connaître du grand public. Je vais sûrement me faire insulter sur Twitter par le compte qui défend Pathé Mordicus, mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de. En tout cas, c'est un phénomène curieux autour de ce film et de la stratégie qu'ils ont sur la défense de ces films-là. Sachant qu'en fait, faut comprendre que ce genre de film, pour ce genre de film, la France, c'est un gros marché. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui font des films qui regardent des films d'auteur avec autant d'importance que nous. Donc c'est vrai que si ça foire chez nous, c'est quand même compliqué pour le reste du monde. Alors peut-être qu'ils vont réussir à s'en sortir ailleurs, j'en sais rien, peut-être en Italie, peut-être ailleurs, mais c'est quand même un gros échec. Ce qui est dingue, c'est que c'est des échecs énormes. C'est-à-dire que c'est pas juste le film a fait 100 000 entrées, enfin même pas. Je pense qu'à la fin, les films ils vont même pas taper les 100 000 entrées. Donc c'est vraiment des espèces en tout cas de grosses machines entre guillemets avec des grosses marques de réalisateurs attachés et qui ont du mal à trouver leur public. Et bref, je soulève, c'est pas pour taper sur Pathé, c'est juste que c'est intéressant que c'est 2 fois le même distributeur qui visiblement a une stratégie un peu curieuse sur ce genre de film. Et alors on a des news aussi, Yuri. Oui, absolument. On a les premières prédictions cannoises. Ce matin, Thierry Frémaux était sur France Musique, il me semble, pour dire qu'il annoncera la sélection le 10 avril. Le 10 avril, ce qui est plus tôt que les autres années, donc on pourrait imaginer qu'il y ait déjà une sélection de prête. Mais en tout cas, Variety, sous la plume de Elsa Keslasi, qui est une très très bonne journaliste, la correspondante de Variety en France, a fait son petit marché de films qui seraient prêts pour Cannes, et tout est évidemment à prendre avec des pincettes. Et parmi les quasi sûrs, on a Jim Jarmusch qui revient avec Father, Mother, Sister, Brother, ce qui je crois devrait ravir Manon, avec Cate Blanchett, Adam Driver et Tom Waits. Donc en tout cas un casting alléchant pour un réalisateur qui est tout aussi intéressant, parfois inégal, mais en tout cas on a hâte de le voir. Le Wes Anderson de l'année, a priori, sera aussi présent sur la croisette. Je vois que Imen, tu es ravi, absolument ravi par cette nouvelle. Moi, j'en suis ravi, j'ai beaucoup aimé son dernier. Richard Linklater, qui nous a pondu un film sur la nouvelle vague en noir et blanc avec des acteurs français, va débarquer a priori aussi à Cannes. Et alors là, ça c'est cadeau pour Félix.
Il se murmurerait que Ari Aster, avec son film Eddington, serait lui aussi présent à Cannes. Exit par contre Yorgos Lanthimos a priori et Paul Thomas Anderson. Mais en tout cas, voilà, ce sont quelques premiers films, enfin quelques premiers gros noms dont Variety annonce la présence et la venue. Moi, j'avais entendu Kristen Stewart pour son premier long-métrage, mais j'ai aucune source, donc c'est pas forcément. Source, t'inquiète. Source TKT. Bah, après, c'est un peu des sources comme ça, c'est-à-dire que certains disaient que le film de Winding Refn allait être présent, et d'autres disent que le film n'avait même pas été tourné. Donc il y a un peu des sources extrêmement contradictoires là-dessus. Là, je vous cite vraiment les films dont on est quasi sûr qu'ils sont prêts, finis. Après, est-ce qu'ils seront dans la sélection ou pas, dans quelle catégorie, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une grosse probabilité que ces films-là soient à l'affiche de Cannes. Et Kristen Stewart, je me souviens effectivement de son court-métrage Swim. Je pense que ça va être apparemment c'est la continuité. En tout cas, c'est encore un truc autour de l'eau. Il va falloir inventer une histoire du coup. Comment ? Il va falloir inventer une histoire. Oui, c'est ça, il va falloir faire quelque chose maintenant. Mais du coup, on en profite pour dire que nous, on sera à Cannes aussi, oui. A priori, pour couvrir tout ça, mais on vous en dira un peu plus tard. On a trop hâte. Et Alban, toi, tu voulais nous annoncer l'ouverture d'un autre festival. Ouais, un peu moins prestigieux, mais quand même, la 47e. Franchement, ça dépend pour quel public. Hein. Oui, c'est vrai. C'est la 47e édition du cinéma du réel. Donc, Festival international du film documentaire qui se déroulera du 22 au 29 mars prochain. Donc, ça commence là, samedi. Et si vous êtes intéressé par le festival, vous pouvez évidemment voir les films qui sont projetés. Il y a une petite exception cette année, c'est que Beaubourg ferme ses portes et c'est Beaubourg qui organise et qui accueille le festival. Donc on peut retrouver les films de la programmation dans 5 salles parisiennes, essentiellement Rive Gauche que j'ai noté, l'Arlequin, le Reflet Médicis, le Saint-André-des-Arts et le Christine. Je profite aussi pour vous dire que le 29 mars, la dernière soirée du festival, il y a un hommage à un réalisateur qui s'appelle Lionel Soukaz, qui est décédé le 4 février, qui est un vidéaste militant homosexuel, où des films à la fois militants et expérimentaux. Et si vous avez envie de découvrir à la fois son cinéma et son œuvre, vous pouvez aller au Saint-André-des-Arts le 29 mars à 17h30. Merci Alban. Le premier film dont on parle ce soir, c'est The Last Showgirl de Gia Coppola. Places, please. Places, please. This is your place's call. For the final performance of the Razzle Dazzle. The Last Showgirl, c'est donc l'histoire de Shelley, interprétée par Pamela Anderson, une danseuse de cabaret expérimentée qui va devoir faire face à son destin au moment où, après 30 ans de spectacle sur Broadway, eh bien, son numéro prend fin. Imen, est-ce que tu avais déjà vu des films de Gia Coppola avant celui-ci ? Alors moi, j'avais vu Palo Alto quand j'avais 14 ans. Moi aussi, en tant qu'adolescente qui découvre James Franco et Emma Roberts au cinéma, j'avais beaucoup aimé. C'est très Sundance, en fait. Très. Et pour moi, ce film, The Last Showgirl, donc, qui se passe à Vegas, a aussi cette même énergie que Palo Alto avait, à savoir cinéma américain indé qui assume aussi ce côté-là et donc va s'intéresser à des choses petites et qui, du coup, moi, personnellement, viennent me bouleverser. Petite et en même temps, c'est quand même la fin d'une carrière. Complètement. En fait, c'est 38 ans de carrière, juste qui sont matérialisés par le corps de Pamela Anderson, par ce corps vieillissant, par ce corps qui a aussi répondu à tous les fantasmes que nous, on connaît. Donc, il y a quelque chose aussi d'assez méta, en fait, à regarder et qui, moi, m'a vachement touchée. Je trouve que c'est un film qui est maîtrisé parce que je l'ai trouvé assez sincère, assez sensible dans la manière dont, à la fois, on vient, justement, filmer. C'est beaucoup de gros plans. C'est un film en 16 mm. C'est une texture qui est assez particulière. Il y a quelque chose d'assez intemporel aussi. C'est qu'en fait, on ne sait pas tout à fait quand est-ce qu'on se situe, à quelle période. Et donc, qui fait que même en termes de thématique et de ce que ça dit du corps de ces femmes, de qu'est-ce qu'on fait en fait une fois que le désir ne peut plus trop exister, est-ce qu'on les met au placard ou est-ce qu'on les recycle, fait qu'en fait c'est une histoire un peu de toujours et qui là vient en place et qui moi m'a vachement touchée parce que je trouve que c'est un tout petit bonbon qui dure 1h28. Quand ça se finit, on se dit ah mince déjà, mais qui sur moi a complètement fonctionné dès l'ouverture du film, que j'ai trouvé super belle. Manon, est-ce que tu partages l'enthousiasme d'Imen pour The Last Showgirl ? Non, pas vraiment. Je trouve que par rapport à... Alors, Palo Alto, pareil, je l'ai vu il y a vraiment longtemps, mais par rapport à son dernier film, Mainstream, elle fait quand même quelque chose de beaucoup plus épuré. Il y a moins d'effets de style. On sent qu'elle a pris un peu confiance et c'est vraiment pour le mieux parce que je trouve que Mainstream, c'était assez irregardable. Mais...
Après, je trouve quand même que ça reste. Si on oublie l'argument marketing qui est de réhabiliter la figure de Pamela Anderson, ce que je trouve un projet intéressant, je trouve que passer cet argument marketing, en fait, il y a quand même pas grand-chose derrière. C'est quand même assez creux. Et je trouve qu'elle a pas beaucoup de points de vue. Ça pourrait être un peu une sorte de. Ça pourrait rentrer dans le Sean Baker Cinematic Universe. Où c'est vraiment genre une autre forme d'oubliés de l'Amérique qui sont un peu les déçus de ce rêve américain. Là, c'est les cabarets à Vegas. Mais je trouve que la comparaison s'arrête là parce que vraiment, je trouve que c'est pas une super réalisatrice, Gia Coppola. En fait, son film, il est hyper programmatique. On alterne toujours des scènes avec Pamela Anderson, donc toujours filmées en très gros plan, caméra à l'épaule, et des scènes de elle un peu contemplative à Vegas, un espèce de Vegas fantomatique, quoi, pour bien signifier que c'est la fin de cette ère-là à Vegas. Et voilà, et c'est assez... Enfin, voilà, on est toujours sur ce même enchaînement et tout. Je trouve qu'il y a assez peu d'inspiration et voilà, c'est pas déplaisant à regarder parce que c'est court et puis je trouve que Pamela Anderson, en tout cas pour je pense pas que ce soit vraiment une bonne actrice, mais en tout cas l'interprétation qu'elle fait de ce personnage est super touchante et ça marche bien. Oui, c'est un rôle quasi autobiographique. Oui, c'est ça. Et voilà, ça a été vraiment fait pour elle et ça marche bien. Après le reste du casting, moi j'ai eu un peu de mal. Je trouve que Jamie Lee Curtis, elle cabotine vraiment. On dirait un peu son rôle dans The Bear. Enfin, elle en fait vraiment des caisses. C'est un peu fatigant. Et la fille de Pamela Anderson, moi j'y crois pas. Enfin, je trouve le casting marche pas du tout. Je la trouve extrêmement mal castée. Enfin, cette histoire, j'y crois. C'est Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher. Ouais, mais ça marche pas. Enfin, surtout scénaristiquement, après, vu ce qu'on nous dévoile, ça ne marche pas du tout. Ouais, non. Laurent, je crois que t'es plutôt dans le camp de Manon, voire plus énervé. Toi, c'est pas ton cinéma, ça. Non, déjà, c'est pas trop mon cinéma, donc c'est vrai que je débarque un peu, mais je trouve que c'est un peu pénible par le côté très cinéma indépendant, Sundance américain, machin, que je trouve... Bon, enfin, j'ai un peu l'impression d'avoir vu et revu ce genre de truc et que ça m'intéresse pas. Je suis assez d'accord avec toi pour dire que, en effet, avec toi, Imen, pour dire que Pamela Anderson elle incarne un truc qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a des thématiques qui sont vraiment intéressantes développées dans le film, notamment justement sur cette espèce de relation mère-fille autour de ce personnage qui a vécu sa passion et de sa fille qui se rend compte vers la fin du film, alors je spoil un peu, mais qu'en fait tout ça pour ça, quoi, parce que c'est en gros elle fait une espèce de spectacle type Lido pour les gens qui imaginent ce que c'est, donc c'est-à-dire voilà des femmes dans des costumes avec des plumes, enfin, et donc un truc qui est en réalité hyper cringe et complètement vieillot, et donc du coup sa fille trouve ça un peu incroyable de s'être fait à moitié abandonner par sa mère pour faire ça, alors que sa mère c'est sa passion et qu'elle trouve ça génial. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet intéressant, qu'il y a une vraie manière de parler de ça qui est à mon avis un peu le sel du film, un peu le centre du film. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de taf en fait autour de ça. Il n'y a pas beaucoup d'histoire, cette espèce de relation mère-fille, elle débarque un peu comme ça de nulle part et elle s'arrête un peu n'importe comment. Tu vois que la fin du film, elle n'est pas vraiment bossée, on n'a pas cherché à faire grand-chose. C'est un peu... il y a un truc un peu éthéré et moi, ça m'énerve un peu de voir des gens qui ont pas trop de projets autres que juste de filmer des gens qui se baladent. Où j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de fond, un peu plus d'épaisseur, quoi, là-dedans, parce qu'il y avait des bonnes idées, parce que je trouve les comédiennes, moi, toutes dans l'ensemble super, même les collègues... les collègues de Pamela Anderson, il y a Céline Song, je crois, et Brenda Song, pardon, je me trompe. Et je me rappelle pas du nom de l'autre qui est vraiment bien pour le coup. Ouais, qui est vraiment bien, qui joue Sabrina, l'apprentie sorcière. Dans oui, et justement, attends, je vais trouver son nom. Bref, c'est Kiernan Shipka. Oui, c'est ça. Et qui est vachement bien. Et donc, il y a des choses qui fonctionnent. Le fait que ce soit un film assez court, je trouve ça cool parce que ça montre que qu'il n'y a pas d'ambition démesurée et qu'il n'y a pas un ego absurde derrière. Mais je trouve que franchement, c'est dommage de faire ça avec un tel sujet et avec un tel niveau d'actrice pour faire quelque chose en fait qui sonne aussi creux, quoi. Bon, déception vraiment. Roman, je te vois faire la moue. Tu vas défendre le film. Oui, je pense que je vais le défendre parce que je vous trouve un peu dur, même si je suis quand même d'accord avec vous globalement. Donc je vais être un peu la Suisse, mais en fait, je trouve que au contraire, moi, le scénario m'a vraiment emballé et j'y vois des choses assez profondes et dans des trucs assez anecdotiques. Donc c'est peut-être ça qui m'a vraiment plu, c'est ce que tu disais, Imen, mais sur des espèces d'éléments, la relation mère-fille, sur sa passion, sur effectivement son corps. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un sous-texte
assez dense en fait, qui fait que moi je trouve que c'est le sous-texte c'est bien, mais il faut du texte en fait. Tu vois, c'est cool. Oui, peut-être que du coup ça en vient aussi avec moi le gros bémol du film. Pour moi, c'est juste la réalisation que je trouve vraiment absolument terrifiante. Déjà, il y a une espèce de filtre quand même à savoir pour les gens migraineux par exemple, j'en sais rien, mais un filtre flou absolument tout le monde, ou alors enfin partout. Je sais pas si juste ils ont pas fait, si personne n'a fait attention à la mise au point sur ce film. Moi je pense que c'est un effet de style. Oui, mais c'est ça que je me suis dit, c'est encore pire. Elle se Hong Sang-soo easy. Vraiment. Donc non, j'allais te dire que tu commençais à avoir flou après jouer avec le feu. On avait eu ce même débat. Oui, mais parce que ça c'était trop sombre. Là, il y a beaucoup de lumière, mais clairement c'est juste ils ont pas fait de mise au point. En fait, chaque semaine on check que la cataracte est encore en bon état. Tout va bien. Ouais, là ça va très mal clairement. Genre, moi j'ai encore une migraine depuis hier. Pas consulté. Mais oui, en effet, je trouve que c'est le gros bémol du film, parce que je trouve qu'au contraire, moi l'histoire, je la trouve extrêmement touchante, et je trouve que c'est très finement écrit. C'est-à-dire que c'est un film qui est assez simple en fait quand même dans l'idée de base. C'est peut-être pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de texte, mais c'est une idée qui est quand même très simple. C'est effectivement un show qui s'arrête, et puis une carrière qui s'arrête, et puis comment est-ce que elle fait avec ça, comment est-ce que effectivement elle s'en remet. Mais je trouve qu'il y a une espèce de finesse d'écriture, par exemple, et une grande tendresse aussi pour les personnages. Quel qu'il soit en fait, mais même par exemple le personnage masculin du film est extrêmement bien traité dans sa sensibilité. Je trouve qui est interprété par Dave Bautista. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper réussi, c'est qu'il y a rien qui est manichéen, il y a rien qui est binaire dans le film. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que la fille de Pamela Anderson, on se dit putain, elle a raison. Et puis en même temps, on comprend Pamela Anderson. Je trouve qu'il y a un truc qui est très fort. Et à la fois, c'est pas bisounours non plus. C'est-à-dire que par exemple dans les relations féminines, je trouve que c'est très intéressant de voir comment c'est pas non plus de la sororité inconditionnelle, et c'est pas non plus la rivalité féminine hyper cliché. Il y a notamment une scène un peu de tension, on va dire, entre Pamela Anderson et une danseuse plus jeune, où elle est en détresse, et puis Pamela Anderson lui dit j'ai pas le temps de t'aider, je suis pas ta daronne. Et en fait, c'est des trucs que j'ai trouvé très justes et hyper intéressants, et voilà, c'est touchant quand même. Ouais, je suis vraiment d'accord sur ça. C'est pour ça que je regrette encore plus tout cet arc autour de sa fille, parce que je trouve qu'on rentre vraiment dans les poncifs des artistes un peu déchus, et que cet arc-là, il est vraiment dispensable, et il est assez maltraité. En plus, je trouve qu'il est pas très approfondi, alors que tout le reste, cette fin de vie de ce cabaret et tous ces personnages féminins, enfin cette arène est hyper intéressante, et pour le coup, effectivement, les personnages féminins sont assez justes, quoi. Après, elle est importante, je trouve, pour la fille, en tout cas, pour marquer aussi une espèce de... Enfin, pour contraster, en fait, avec tout ce monde, parce qu'on est tout le temps vraiment dans le truc de showgirl à Las Vegas, qui est un peu prenant. Enfin, moi, vraiment, je disais que migraine, mais aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on est un peu... Il y a un côté huis clos, quand même, de rester dans les strass partout. Et je trouve que cette fille amène quand même un peu la réalité du monde, quoi. Il y a un truc qui se ramène, qui contraste avec tout le monde de Pamela Anderson, qui se mélange super bien, et qui fait que moi, je trouve que pour le spectateur, c'est agréable d'avoir un personnage un peu... point de repère en fait. Oui, et qui a un peu notre regard aussi sur la situation. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est quand même un film sur du coup ce dernier show et sur ce monde du show à Vegas. On ne voit quasiment jamais de show. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant en fait, parce que ça vient aussi un peu défier nos attentes spectatorielles, de me dire ok, j'ai envie de la voir sur scène, cette dame, j'ai envie de la voir danser, et en fait on la voit quasiment pas. Et à la fin, quand on la voit, ça ressemble à ce qu'on avait anticipé, à savoir quelque chose d'un peu pitoyable. Et donc moi j'ai trouvé ça assez beau en fait, de dire qu'on avait l'information sur le côté pitoyable de la situation avant qu'elle ne le réalise, et le moment où elle le réalise, je trouve que c'est un peu le point fort du film, et c'est aussi le sujet du film. Et donc ce trajet-là de femmes et de personnages, moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a touchée, et j'avoue l'esthétique j'ai bien aimé, mais je comprends. Écoute, c'est subjectif, on vous mettra pas d'accord, mais on vous recommande quand même en tout cas d'aller vous faire un avis sur The Last Showgirl, le nouveau film de Gia Coppola. Vous regrettiez pour certains une relation mère-fille pas très bien traitée. Les relations parents-enfants sont aussi au cœur de la convocation. Le film de Alfman Ullman Tondel, on écoute la bande-annonce. Ja, det jo Arman igjen da. Denne saken blir mellom oss og de deler. Lorsqu'un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et Yon, je pense plus que John, je pense que je prononce, je me suis dit mais attends, j'ai américanisé ce personnage, sont convoqués donc par la direction de l'école, mais tout le monde a du mal à expliquer ce qui s'est passé. Il y a évidemment deux versions qui s'affrontent et qui vont faire trembler les certitudes des parents. Manon. Oui, sujet très actuel et très important
important, je trouve. Oui, parce qu'on va peut-être révéler quel est le sujet de la discorde entre les enfants. Ouais. La mère, les parents sont convoqués parce qu'un des petits garçons accuse son copain ou son camarade de classe de l'avoir agressé sexuellement. Alors j'imagine que l'enfant en tout cas touché. Ouais. Voilà, ne dit pas ces termes-là, mais voilà, il a accusé de lui avoir touché les parties génitales. Donc sujet super intéressant, très scandinave, je trouve, dans son traitement. On va jamais trop savoir ce qui s'est passé. C'est une coproduction de l'espace, Suède, Allemagne, Pays-Bas et Norvège. Oui, voilà, c'est tout à fait les thèmes adorés du cinéma scandinave. Je pense qu'en revanche, donc c'est un film qui se passe quasiment en huis clos dans cette école. Et je pense que c'est un sujet et un traitement, enfin une forme peut-être beaucoup trop ambitieuse pour un premier film, parce qu'on sait que le huis clos, c'est un des genres les plus difficiles à réussir. Et je trouve que moi, j'ai aimé la première partie. Je trouve qu'il installe un truc qui est assez intéressant. Il y a quand même une tension qui s'installe. Il y a vraiment le doute qui circule. Il y a même un peu d'humour dans le trio que forme ceux qui représentent l'école. Il y en a une, elle est tellement gênée et mal à l'aise qu'elle fait que saigner du nez et tout. Enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant. En revanche, je trouve que quand le film bascule dans un espèce de truc fantastique, genre complètement incompréhensible, ça fait vraiment comme si le réalisateur, il savait plus trop comment finir cette histoire, comment assumer en fait son sujet, son dispositif, que ça part dans des trucs assez incompréhensibles. Et voilà, je trouve que là, ça perd vraiment en force, quoi. On parlait la semaine dernière de Bong Joon-ho et de son film Mother, et je trouve que dans le traitement une mère courage qui veut défendre son enfant à tout prix, c'était beaucoup plus fin que ça, parce que ça, finalement, en fait, elle fait que le défendre en bloc, et il n'y a jamais, je trouve, de nuance de sa part à elle, quoi. Enfin, je sais pas, c'est juste un espèce de bloc de refus comme ça, et je trouve que voilà, le personnage n'est pas de cette mère-là n'est pas très très bien écrit. Celle qui est interprétée par Renate. Comment t'as prononcé son nom? Reinsve. Putain. Bien joué, la comédienne de Julien Douche-Lafitte. Ça, ce sera dans le preview du YouTube, je pense, cet échange. Je vais pas tenter de répéter. C'est elle, oui, effectivement, qui incarne le personnage principal, donc de la mère de l'enfant accusé. Et pour le coup, elle est exceptionnelle. Je pense qu'elle est même trop bonne, en fait, pour le personnage. Et c'est grâce à elle que, d'ailleurs, elle apporte un peu de... Enfin, elle a un côté quand même un peu antipathique et tout. Je pense qu'il était peut-être pas écrit comme ça, en fait, au scénario, ce personnage. Mais elle l'incarne vraiment très bien. Et juste la regarder être aussi belle et talentueuse pendant 2 heures, moi j'étais... Ça peut presque me suffire, mais quand même peut-être pas tout à fait. Est-ce que ça te suffit, toi, Imen, devant la convocation? Non, et en plus, je sais pas ce qu'ils m'ont foutu en termes de coiffure, mais je trouvais que ça la mettait pas en valeur, et donc j'ai vraiment passé tout le film en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, franchement, honnêtement... Excuse Jean-Louis David. Non, en fait, ils ont fait en fait, c'est très cliché, c'est qu'elle joue une comédienne, donc elle arrive avec son impair, elle a plein de boucles d'oreilles partout, elle a une queue de cheval avec des rajouts qui va limite à ses genoux. Enfin, il y a un truc où... Moi, j'avoue que, en fait, je n'ai pas compris ce film. C'est très rare, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, dans le sens où il y a une promesse de base qui est donc, on a cet enjeu que vous avez évoqué entre ces 2 enfants. Honnêtement, au bout d'un moment, on s'en fiche complètement, et il y a une envie. Moi, j'ai eu la sensation de faire un scénario qui serait un peu complexe et un peu psychologiquement compliqué à comprendre, et donc ce qui fait qu'on nous rajoute des couches et des couches et des couches et des couches, et qu'en fait derrière ça part un peu en thriller où on ne sait pas trop qui fait quoi, qui est complètement taré là-dedans, qui ment. Sauf que pour moi, le sujet de base était suffisamment important en fait pour être traité de manière intéressante et intéressée aussi, parce que là en fait pour moi c'est quasiment putassier de se dire qu'on va parler justement d'attouchement sexuel sur enfants, qui est hyper intéressant comme sujet, parce que derrière en fait on s'en fout complètement. Pour moi c'est un prétexte pour faire du huis clos, pour montrer qu'on sait filmer en pellicule et bien éclairé, mais j'ai trouvé le film en fait in fine assez grossier, malgré forcément des trouvailles de réalisation qui étaient intéressantes et donc qui font que le film n'est pas inintéressant à regarder, parce qu'honnêtement il y a quand même une patte, il y a quelque chose, et je pense que c'est pour ça qu'il a eu la caméra d'or, honnêtement, mais en termes de scénario, moi j'ai trouvé que c'était du grand n'importe quoi, et que même en termes de prestation de comédien, pour moi il patauge au bout d'un moment, parce que le film dure quand même plus d'1h50, 1h50 en huis clos avec pas grand chose à jouer, à part des scènes que j'ai vues complètement écrites, notamment la scène du fou rire de Renate, qui
à la fois est déstabilisante parce que j'ai jamais vu ça, et à la fois est complètement lunaire. Et en fait, tout est extrêmement long. Et donc, ça fait que tu dis, ok, donc là, ça fait 10 minutes que je la vois être morte de rire alors qu'on parle que potentiellement son fils a touché sexuellement un autre enfant. Et je vois juste le truc de, on a de la pellicule, on l'a payé cher, donc il faut que la comédienne soit assez exceptionnelle et fasse une grande prestation. Et donc, j'ai un peu vu tout le dispositif derrière et toute la pensée derrière pour se dire, on va faire un grand film, mais qui, au final, pour moi, honnêtement, ne l'est pas et m'a juste laissé en sortant de la salle en me disant je ne sais pas ce que j'ai vu. C'est un peu prétentieux, quoi. Donc le film a eu la Caméra d'Or. Il faut rappeler que c'est le prix à Cannes du meilleur premier film. Toutes sélections confondues. Et lui était à un certain regard. Et que le réalisateur est le petit-fils de Bergman. Oui, on va parler de la petite fille de Coppola, le petit-fils de Bergman. Là, on est en plein dans les Nepo Baby. Non, c'est là qu'il fallait faire notre focus Nepo Baby. On le fera un jour. Non, mais j'avais une question sur toutes les semaines, il y a de quoi faire, je pense. J'ai entendu, c'est horrible ce que tu dis. J'ai entendu pas mal de comparaisons avec Carnage de Polanski, puisque voilà, alors là, c'est des parents entre eux autour d'enfants qui se sont battus, je crois. Ils sont battus dans Carnage. Je me rappelle plus. Moi, ça, il m'a fait penser plutôt à La Chasse de Winterberg. Oui. Ouais. Sur les thématiques, il y a plus de ça. Mais le film de Winterberg était quand même vraiment mieux parce qu'il y a quand même un. Enfin, je me rappelle plus vraiment de la fin non plus. Mais... moi, je m'en souviens très bien de la fin. Oui, et puis il y a plus d'ambiguïté. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté et la fin, elle est pour le coup, elle est quand même assez claire et tranchée et quand même très cruelle. Enfin, il y a quelque chose de. Je vous encourage à le revoir. Parce que là, ce film-là, je vais peut-être pas la spoiler à ce micro au milieu d'une émission qui a rien à voir. Ce film-là est jamais tranché. En fait, moi, je me rappelle plus trop de la fin. La fin, en fait. Non, je vais pas arriver à la fin, pardon, n'importe quoi. Mais est-elle tranchée ou non, tu vois, ça on peut le dire. Mais en effet, c'est pas tranché du tout. À nouveau, c'est se dire. Mais parce que c'est fantastique. Mais en fait, derrière chaque séquence, tu vois l'intention de faire une belle image. Et moi, je trouve ça profondément agaçant quand t'as pas de scénario derrière. Ou dans ce cas-là, t'assumes complètement et tu fais un truc contemplatif et t'y vas vraiment à fond. Mais là, vouloir complexifier de la psychologie pour foutre du vent, c'est un peu insupportable. Vous avez pas le contre-champ, mais Émile derrière, il est genre. Je ne le vois pas. Il regarde un match de foot, c'est génial. Il est hors champ. Il est hyper d'accord, je crois. Il est hyper d'accord avec vous. Il dit que c'est un clip. Non, mais j'adore parce qu'en tout cas, on parle de. Il faut vraiment que la prestation du comédien soit très bien et le fait que le dispositif clignote. Je pense que c'est des choses dont on va parler puisqu'on va parler de plan séquence dans notre focus et notamment de la série Adolescence qui est donc 4 épisodes en plan séquence. Mais avant, justement, Émile, tu as un petit jeu pour nous. Est-ce qu'on n'a pas de jingle ? On n'a pas de jingle jeu parce que c'est un peu une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que c'est une nouvelle catégorie auto-imposée. Ouais. Tu sais, on va le jouer en mode happening à chaque fois. Mais Émile, qu'est-ce que tu fais là ? Il y avait Émile dans la pièce. Je vais faire une partie jeu et une partie anecdote. Oh. Donc, vous allez voir, ça va être le moment Père Castor. Alors, pour le jeu, on va faire un grand classique. Je vais lire des critiques de films pour deviner de quel film on est en train de parler. Sachant que ce sont des films qui sont connus, entre autres, pour leur plan séquence. Bien sûr. Alors, thématique. Tout ça vient de Letterboxd, donc je vais traduire en direct. La première, c'est une personne qui dit au moins, on peut aller au restaurant sans entendre des enfants hurler. Quel était ce film ? C'est juste ça la critique. Au moins on peut en... c'est pas un truc de Robin Östlund ? Alors, moi aussi j'ai pensé au début de... Non, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est vraiment une partie très très importante de l'intrigue. Il n'y a pas d'enfants. Pensez, c'est un cinéaste qui est assez connu pour son style plutôt voyant, plutôt visible. Et c'est un film dans lequel il y a un plan séquence au milieu du film qui est assez brillant et qui a beaucoup marqué les esprits. Il est sorti il y a 20 ans. J'aime bien parce que tu donnes beaucoup d'indices et on est tous à poil. Un film de science-fiction. Un film non, Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme, absolument. Parce que donc le scénario, c'est que voilà, il y a plus d'enfants pendant 18 ans, donc au moins quand on va au restaurant, voilà, j'aimais bien ça. Je remarque que tu es toujours aussi excité de répondre aux questions. J'adore. Alors, quelqu'un qui a dit au sujet de ce film est intégralement en plan séquence. C'est pas un plan séquence dans le film. Franchement, j'aurais préféré garder Dunkirk de Nolan 1917. Sur un iPod Nano. Absolument. Voilà. Une autre. Alors ça, c'est les 10 premières minutes du film sont en plan séquence et on nous dit. Je suis convaincu que n'importe quel film dans lequel on fait dire à Nicolas Cage des répliques comme « C'était ça mon plan, te faire bander, et j'ai réussi, bravo, ça montre que tu es humain », eh bien, c'est une réussite. Snake Eyes. Snake Eyes, absolument, de Brian De Palma, qui commence par peut-être un des plus grands plans séquences. Voilà. Et alors, le dernier, il y a 2 critiques que j'ai retenues qui sont géniales. La première, c'est
Je n'arrête pas de rire parce que j'ai récemment appris que Mark Wahlberg avait dit qu'il espère que Dieu le pardonnera un jour d'avoir fait ce film, tandis que Julianne Moore dit au sujet du même film qu'il devrait remercier Dieu car c'est le film qui lui a permis d'avoir une carrière. Bien sûr. Boogie Nights. Voilà. Et l'autre critique que j'adore, c'est en majuscule, tout en majuscule, comment un mec de 26 ans a fait ce film. Voilà. Ah bah ça c'est Sex Lies and Videotape de Soderbergh. Non, c'est le même, c'est aussi Boogie Nights. Je crois, y a pas. Et en fait, moi je continue de jouer. Et en fait, non, mais le truc qui est fou, c'est qu'il avait 26 ans quand il a fait Boogie Nights et c'était même pas son premier long métrage. Il avait déjà fait Hard Eight avant. Alors l'anecdote, il me semble que c'est Agnès Varda qui racontait. Et je pense que ça va justement nous mettre un petit peu dans l'ambiance de la difficulté, de la tension qui peut exister sur un plateau quand on fait un plan séquence. Donc il y a un grand numéro en plan séquence dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy qui est filmé avec une grue, des centaines de figurants sur la grande place de Rochefort. Et donc elle raconte, c'était à l'époque où on tournait en pellicule, donc on a un nombre de prises qui est hyper réduite. Et là, le truc avait été ultra millimétré, ultra préparé parce qu'il y avait le temps en fait de faire qu'une seule prise. Et il lance la caméra, le mouvement de grue se lance, tout est parfaitement huilé, parfaitement rodé. Et en fait, à la fin de la prise, ils s'aperçoivent qu'il n'y avait pas de pellicule dans la caméra. Et en fait, l'assistant caméra s'en est aperçu pendant la prise. Et la légende raconte qu'il a eu tellement honte que pendant que la caméra était encore en train de tourner, il est rentré à l'hôtel, il a fait sa valise et plus personne ne l'a revu. Oh non. Terrible, mais voilà. Après, au moins, ils n'ont pas gâché de péloche, donc c'est pas si grave. Enfin, ils ont répété, c'était clean, et puis ils auraient pu faire la prise après. Il a un peu pris trop cher pour rien, je pense, ce pauvre assistant. Après, il se l'a infligé lui-même. Il se l'a infligé lui-même. Eh ben merci beaucoup Émile. On va écouter effectivement la bande-annonce d'Adolescence. Police! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. Adolescence, c'est donc une nouvelle série Netflix créée par Jack Thorne et Stephen Graham, qui interprète aussi donc le père du jeune héros, qui vient se faire arrêter par la police puisqu'il est accusé, il a 13 ans, il est accusé d'avoir tué une de ses camarades de classe. Et ensuite, la série, c'est 4 épisodes en plan séquence chacun, qui vont se dérouler dans des temporalités assez différentes et dans des lieux assez différents. Le premier étant le commissariat, ensuite on a l'école, etc. Alban, est-ce que ça t'a plu cette série Adolescence? Ouais, totalement. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'avais vu que c'était en plan séquence et en temps réel, et en fait, c'est pas forcément un argument marketing qui va marcher sur moi. Et il s'avère que je trouve que la force de la série, c'est de pas faire ces plans séquences en 4 épisodes un acte purement performatif, mais du coup de raconter une histoire à travers ça. Je vois Laurent qui hausse les épaules, mais je trouve qu'en tout cas c'est son état normal, c'est sa resting bitch face. Il bouge tellement ses épaules qu'il danse presque. En tout cas, je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai adoré les 3 premiers épisodes. Je mets un bémol sur le dernier épisode que je comprends un petit peu moins. Du point de vue de la famille. Du point de vue de la famille, 13 mois après et 1 mois avant le procès. Et voilà, mais sinon je trouve quand même que pour une série Netflix, et je fais du nivellement par le bas, mais je trouve que c'est quand même une très bonne série. Et je suis très content de revoir Jason Graham, si je ne m'abuse. Stéphane Graham. À l'écran. Je m'abuse du coup. Félix. Ouais, moi alors très content aussi de le revoir, et de manière générale je trouve que tout le casting est assez formidable. Enfin les acteurs anglais ils sont trop forts, enfin je sais pas. Et le gamin qui je crois s'appelle Owen Cooper, je crois. Ouais, qui est vraiment bluffant, mais même le flic, enfin je trouve que vraiment le casting est très solide. Moi j'ai été beaucoup moins emballé par cette série parce que justement je trouve que les plans séquences sont quand même relativement voyants, pas dans une démarche non plus de performance et de, enfin j'ai pas envie d'anticiper sur le focus, mais voilà, d'être très dans un truc de divertissement forain, mais je trouve qu'en fait mine de rien très vite on est bloqué juste sur des dialogues en fait qui sont un peu psychologisants, notamment l'épisode 2 et l'épisode 3 qui je trouve sont des épisodes très lourds à ce niveau, et du coup j'ai vraiment eu l'impression qu'on... Ça se passe dans un collège avec et après avec une psy, donc forcément. Oui, non, mais bien sûr, mais du coup, en fait, je trouve que genre parce que c'est quand même plutôt bien écrit. Hein. Alors c'est bien écrit, mais il n'empêche que je sens le scénariste essayer de créer du conflit et un truc un peu artificiel pour justement faire parler ses personnages et essayer d'amener quand même un semblant de psychologie à tout ça. Et pour des sujets qui sont aussi importants et aussi lourds, je pense, à traiter. On parle beaucoup d'incel. Voilà, exactement. D'avoir 4 épisodes qui se passent pas avec les mêmes personnages, qui se passent pas sur la même temporalité, qui à chaque fois effleurent un peu des sujets différents. Bah du coup j'ai eu l'impression qu'on me racontait
pas vraiment grand chose sur la culture incel, pas vraiment grand chose sur de manière générale comment on traite ça d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue policier, d'un point de vue de l'école. Enfin, juste, j'ai l'impression d'avoir vraiment une série qui survole un petit peu tout ça. Donc je trouve ça très intéressant. Maintenant, ce serait cool d'arrêter de faire une démo et de faire une vraie série là-dessus parce que voilà, j'ai un peu eu cette sensation d'inachevé qui du coup m'a laissé un peu sur ma faim. Laurent, toi aussi, tu as eu l'impression de picorer, de rester sur. En fait, non, parce que je pense que c'est pas le projet. Tu vois, je pense pas qu'il a cherché à vraiment faire une série sur les incels. C'est sûr. C'est pas le propos. Donc en fait, j'entends, mais la critique est un peu discutable parce que très clairement, c'est pas le projet. Mais du coup, quel est le projet ? Alors, le projet, c'est un truc. Le projet, c'est un truc de gros prouveur en fait, et c'est un petit peu le problème que j'ai avec la série. Je trouve que ça retourne sa veste en 5 minutes là, c'est pas possible. Non, mais moi j'aime bien. Moi, je me suis dit que j'avais pas aimé. Moi, j'aime beaucoup les 3 premiers épisodes en fait. Même si la réalité c'est que je comprends pas l'intérêt du plan séquence là-dedans. Très franchement, ça aurait pu très bien ne pas être fait en plan séquence et ça n'aurait pas posé de problème. Peut-être en effet dans le premier épisode ça aurait été un petit peu mieux, mais en réalité c'est pas essentiel. Je trouve quand même par contre que les Anglais sont toujours un peu les meilleurs pour faire des séries. Ils font toujours des trucs vraiment très solides, et même celle-là qui a des gros défauts, surtout sur le dernier épisode que je trouve quand même sans intérêt, globalement. Je comprends pas pourquoi c'est là, franchement. Enfin, à peine. Si, en fait, je comprends pourquoi c'est là, parce que tu veux montrer une fin qui n'est pas la fin auquel les gens s'attendent, parce que t'es un gros prouveur. Ça m'énerve. Mais en dehors de ça, je comprends pas trop à quoi ça sert. En fait, ça reste quand même super bien écrit, avec des super personnages qui jouent hyper bien. Il y a vraiment genre un taf sur les dialogues, un taf sur le comment dire, sur même la représentation sociale de ces gens, même par leurs accents. Enfin, il y a vraiment un taf très solide. Les mecs sont forts et c'est un niveau d'écriture qu'on rêverait d'avoir en France. C'est-à-dire que si on pouvait en avoir même une toutes les 5 ans, ça on est d'accord. Serait déjà, tout ça c'est du nivellement par le bas. Donc bien sûr c'est un peu du nivellement par le bas, mais il faut quand même aussi partir du principe que ça reste vraiment solide. Je trouve que le procédé, moi, est pas hyper abouti et que franchement, bon, c'est pas extraordinaire. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment l'amener du côté des chefs-d'œuvre. Et pour moi, en fait, il passe en dessous parce que il se la pète, quoi, en fait. C'est dommage. Ouais. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il manque 2 épisodes, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir besoin d'épisodes avant d'arriver aux 3 et après la fin. Moi, j'ai envie de voir le procès. Ouais, mais du coup, ça pose la question de quel est le projet un peu de cette série, qu'est-ce qu'on essaie de me raconter. Et moi, je reste convaincu qu'en fait, ils ont essayé d'embrasser un peu tout le truc et du coup, ils choisissent aucun axe et il y a rien qui fonctionne finalement. Ouais, après moi j'ai toujours l'impression que même la critique qu'on vient tous de faire ici, elle est quand même forcément influencée par le fait que tu dis que c'est un prouveur et que c'est un plan séquence, mais je trouve que le plan séquence apporte quelque chose à l'histoire, c'est-à-dire qu'on est toujours au sein d'un collège avec des enfants qui se tapent dessus pendant qu'ils sont en train de faire la cour de récréation, etc. Ça c'est l'épisode 2, c'est un très bon épisode. Mais du coup il y a un épisode qui est moins bien, qui est l'épisode 4, et ensuite l'épisode 3 où la psychologue est enfermée avec l'enfant. Je trouve que le plan séquence apporte quelque chose de la claustrophobie, de l'espace, de la peur qu'elle a. Mais bien sûr que si. Et ensuite, je trouve que passer le plan séquence, passer la pause du gars, ça reste une excellente série. Donc, sauf le dernier épisode. Mais sinon, oui, ok, mais enfin. Le dernier épisode, c'est parce qu'on termine là-dessus. Moi, je suis désolée, basculer du point de vue de la famille à un moment donné dans la série, je trouve pas ça inintéressant. Le problème, c'est que effectivement, à cause du plan séquence, on est obligé d'y passer 1 heure. En faire une heure en dernier épisode. Et voilà, le problème, c'est que c'était ça le dernier épisode. Mais je trouve... C'est démonstratif. Il y a pas d'autre chose. C'est clairement démonstratif. Et ça, au-delà du fait que je trouve que l'épisode est du coup un peu ennuyeux parce qu'il se passe pas grand-chose, ça m'a un peu énervé. Mais tu vois, paradoxalement, je trouve les personnages beaucoup plus touchants dans cet épisode-là que l'épisode 2, où en fait, on me présente plein de personnages, mais auxquels je crois pas, tu vois, plus que ça, genre l'approviseur, l'enfant qu'on voit, enfin, tu vois, ils me paraissent plus anecdotiques que genre l'épisode de la famille. Parce qu'on les connaît déjà un peu. Et bon, bref, de toute façon, moi, la critique, c'est pas forcément que sur le plan séquence allemand, c'est de manière générale, je trouve que le procédé empêche de potentiellement, du coup, avoir plusieurs lieux, avoir plusieurs personnages qui se croisent, plusieurs séquences, etc., et de développer un petit peu plus que par le dialogue, justement, ces sujets que je trouve intéressants. Mais faut quand même, enfin, moi, On recommande quand même la série. Voilà, je suis un peu dur, je tape fort. La réalité, c'est que c'est quand même plutôt une bonne série, surtout sur Netflix où il n'y en a pas beaucoup. Mais juste, ça a fait tellement de bruit que je m'attendais vraiment à avoir une petite pépite. Et j'avoue, du coup, je suis vraiment resté sur ma faim en ce qui me concerne. C'est la 2e collaboration entre Stephen Graham et Jack Thorne après The Virtuos, que je sais pas si des gens avaient vu, mais qui avait gagné un prix à Série Mania. Tu l'as vu Oui, j'avais vu à Série Mania il y a 6 ans. Je suis en fangirl, un peu tout ce que fait Jack Thorne. On va maintenant écouter notre petit jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça.
Alors on vous a dit qu'on allait parler du plan séquence, mais déjà Félix, c'est quoi un plan séquence ? Avant de parler de plan séquence, faut se dire qu'est-ce que c'est qu'une séquence, voilà. Là on est à Paris 8, il est 8h du mat et j'ai envie de faire bailler tout le monde. Une séquence désigne un ensemble de plans qui forment une unité narrative cohérente. Donc c'est un fragment d'histoire qui est lié par une logique de continuité temporelle, géographique ou émotionnelle. La séquence du coup peut se dérouler dans un même lieu ou pendant un même moment. Donc en gros, si jamais il y a une ellipse, on va couper la continuité de temporelle, donc forcément changement de séquence. Et si jamais il y a une conversation par exemple ou deux conversations dans des salles différentes, évidemment si on alterne de l'une à l'autre, c'est deux séquences différentes parce qu'on n'est pas dans le même lieu. Voilà. Et donc un plan séquence, ça consiste à filmer une séquence avec un seul plan, tout simplement. Merci. On va demander. C'est vraiment Jamie Fred. C'était la fin du focus. C'est vraiment Jamie de C'est pas sorcier, tu sais. On t'apportera des maquettes pour la prochaine fois. Ce sera On va retourner donc à l'origine du plan séquence. Alban, ça existe depuis quand ? En fait, ça peut exister. Enfin, je veux dire, les vues lumière sont les plans séquences, mais c'est pas forcément très intéressant de les cataloguer comme ça. Merci Thierry Frémaux. J'adore. Et on assiste quand même dans les années 20, dans toute la période du muet, à très très peu de plans séquences au cinéma, dans le cinéma européen et même dans le cinéma américain. Ça s'explique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, le cinéma s'est défini en tant qu'art difficilement, et il s'est défini en tant qu'art notamment grâce aux spécificités que le médium pouvait proposer, à savoir le montage. Et donc du coup, si on voulait faire du cinéma artistique, il fallait monter, il fallait que par le choc des images naisse une idée, naisse un mouvement esthétique, etc. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique avec le montage des attractions d'Eisenstein, ce qui s'est passé en France avec le cinéma pur ou le cinéma absolu, et de manière générale, à part l'expressionnisme allemand, les plans séquences, c'était pas trop faire du cinéma parce que ça se rapprochait du théâtre filmé et que c'était un petit peu la hantise de tous ces cinéastes qui essayaient de faire de l'art cinématographique. Le premier plan séquence, quand même, c'est apparemment dans l'Aurore. Moi, je me souviens plus que c'était un plan séquence dans 1927 où on suit des mecs dans la ville et qu'il y a. Non, c'est pas ça. C'est le personnage principal qui, dans la nuit, rejoint son amante. Et c'est un plan séquence qui dure 3 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Sachant qu'à l'époque des pellicules, les plans séquences forcément sont limités dans le temps. On pouvait faire que 12 minutes maximum. Donc forcément, il fallait être beaucoup plus ingénieux. Ensuite, on va avoir quand même des plans séquences dont tu vas parler, j'imagine, Uri, de Hitchcock, etc. Moi, je voulais revenir aussi sur l'utilisation du plan séquence par le néo-réalisme italien, donc des films comme Rome ville ouverte ou comme les amants merde, j'ai un trou de Visconti, les amants diaboliques. Diabolique, oui. En fait, il y a une idée qui va aller à l'encontre de ce qu'on voulait faire dans le cinéma artistique, c'est-à-dire on va, contrairement au cinéma hollywoodien, changer la méthode dont on va construire le film, dont on va monter un film, là où en fait le film va se évoluer en fonction du récit, d'une trame narrative, et que du coup le montage va servir à quadriller le réel par rapport à son récit. Le néoréalisme italien va privilégier des plans séquences, des plans beaucoup plus longs, justement pour faire rentrer dans le cadre des détails d'une histoire ou d'un contexte social, politique, économique qu'on ne verrait pas si le film était lancé par seulement une trame narrative. Et c'est pour ça que il y a une certaine idée d'une utilisation politique du plan séquence, parce que ça va à l'encontre à la fois d'un cinéma dominant qui est le cinéma hollywoodien, mais aussi pour dévoiler une forme, même si le mot est beaucoup trop dangereux à utiliser, une forme de vérité dans l'image cinématographique. Mais il y a un rapport documentaire aussi, presque. Beaucoup plus. Effectivement, il y a un rapport documentaire, même si le documentaire est monté. Oui. Mais en tout cas, dans les films de Rossellini, dans Rome ville ouverte ou dans Allemagne année zéro, il y a vraiment cette notion de déambulation dans un vrai décor et de te faire voir d'une manière qui est beaucoup moins studioisée, hollywoodisée, comme tu le disais, la réalité. Complètement. C'est de laisser apparent dans l'écran tous les fragments, tous les détails à la fois du plan et aussi d'une histoire que le plan peut raconter. Et que tu aurais coupé dans un film hollywoodien. Exactement. C'est ce que ensuite, et en fait c'est assez important parce que ça a permis en fait le néoréalisme italien à Bazin de définir ce que c'est qu'une image. Je l'ai noté parce que j'ai peur de confondre là. Parce qu'ensuite je reviens sur le champ de prédilection de Valentin qui est Deleuze. Mais bien sûr, évidemment, on l'attend. Et c'est ni image temps ni image fait, pardon. Voilà. Et ensuite, je vais pas du tout revenir là-dessus, c'était faire Mais effectivement, le néo-réalisme italien et notamment cette idée de plan séquence et de laisser apparaître les choses dans le champ a permis à Deleuze de différencier image temps, image mouvement en fonction du temps qui se passe dans le film, c'est-à-dire le film est
est vecteur de temps au sens complètement premier du terme, ou alors il est vecteur de récit, c'est-à-dire une image qui compte un récit. Et le plan séquence est forcément essentiel là-dedans, à la fois symboliquement, à la fois théoriquement, et même si on revient au tout début du cinéma, ce qui était le ralenti, ce qui était l'accéléré, ces aspects techniques, ces procédés techniques, c'est ça qu'a défini la théorie cinématographique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le cinéma est un art ? C'est parce qu'on peut ralentir l'image, c'est parce qu'on peut l'accélérer, parce qu'on peut faire du time-lapse, et à partir de ces éléments, on crée une théorie du cinéma. Le plan séquence, je pense qu'au même titre que cela, même s'il est plus tardif, peut créer une théorie du cinéma, et c'est pour ça que c'est essentiel aussi de comprendre le plan séquence, pas forcément comme un acte esthétique ou performatif ou narratif, mais comme un moyen qui va permettre ensuite de réfléchir sur ce que c'est que le cinéma. Merci. Félix et Laurent, à peut-être se poser la question d'un point de vue à la fois technique et prod. Voilà. Bah ouais, moi j'enchaîne parce que la transition elle est parfaite. Effectivement, l'histoire du plan séquence, elle est très liée à l'histoire de l'évolution technologique du cinéma. Avant, tu l'as un petit peu, t'en as un peu parlé. Les caméras étaient très lourdes, peu maniables, et surtout elles pouvaient pas excéder une longueur de pellicule qui était définie, qui permettait effectivement de tourner une dizaine de minutes. Et après, il fallait changer du coup de magasin, ce qui fait que typiquement dans un film comme La Corde de Hitchcock, toutes les 10 minutes, en fait, il y a des espèces de fausses coupes un peu dissimulées. Puis évidemment, les caméras se sont vachement évoluées, elles sont devenues plus légères, donc déjà on pouvait sortir, et c'est le début du néoréalisme italien pour un peu filmer du coup des déambulations à droite à gauche. Il y a le Steadicam aussi qui est apparu dans les années 70, qui permet du coup de se balader avec une vraie fluidité dans l'espace. Il n'y a pas que des évolutions justement de technique caméra, on a aussi de la technique de lumière qui évolue avec l'apparition des LED qui permettent d'éclairer à moindre coût et sur batterie du coup des espaces qui sont beaucoup plus grands, donc pareil, ça permet une déambulation beaucoup plus longue et dans des espaces qui sont beaucoup plus étendus, et surtout évidemment le passage au numérique qui est un peu la dernière révolution en date, qui a permis vraiment l'éclosion du plan séquence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu parlais de plan séquence qui était un peu contre le système hollywoodien. Aujourd'hui au contraire c'est devenu presque une espèce de norme dans tous les films Marvel et autres de faire des plans séquences de zinzin, parce que évidemment on a plus cette limite du coup de pellicule, voilà, coucou Kishish, on peut filmer des heures et des heures des actrices, et surtout les effets spéciaux qui permettent, et notamment avec une technique qui s'appelle le compositing, qui du coup juste est une association de deux images, ça permet de cacher les fausses couches, les fausses couches et pour donner évidemment l'illusion d'un seul et même plan. Donc voilà, c'est toute cette évolution technologique qui a permis aussi d'accoucher du plan séquence tel qu'on. Mais pour en revenir à adolescence, il y a tout un plan séquence qui a été tourné au drone. Donc on en vient à une espèce d'évolution technologique supplémentaire. Ouais, en fait, non, ils ont même accroché le truc à un drone. Ouais, enfin donc il y a donc le drone qui est vraiment la dernière évolution technologique en tout cas dans la fabrication d'images, et elle-même utilisée pour faire des plans séquences, ce qui est assez intéressant, de manière de plus en plus dingue. Oui, Émile, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait je pense qu'il y a quand même une distinction, il y a une certaine distinction entre les films en plan séquence et les films qui ont des scènes en plan séquence, et je pense que tu auras ta part de critique à faire sur les films en plan séquence. Non, parce que moi en plus dans l'absolu j'aime bien ça. Tu vois, vraiment, il y en a que je trouve en effet, je trouve c'est amateur des arts forains. C'est souvent un artifice que je trouve pas forcément hyper intéressant. Enfin, c'est rare en fait des trucs où ça marche vraiment bien. Mais ça, je pense peut-être on en discutera après de à quel point ça marche ou pas, à quel point c'est opérant ou pas. Laurent, d'un point de vue de production, c'est aussi ça peut. C'est un vrai sujet important en fait. Et moi, je pensais que j'allais faire le truc le plus geekos de la soirée, et en fait, non, merci Alban. mais en réalité, et en fait, le plan séquence surtout, c'est un moyen assez efficace de faire baisser les coûts de production. Et donc pour comprendre en fait pourquoi il faut revenir un petit peu à ce qui coûte cher en fait dans la fabrication d'un film. Et donc désolé, ça va être un peu technique. Les professionnels du cinéma, ne nous crachez pas dessus d'ailleurs, parce que ça va être quand même un peu vulgarisé, donc je vais faire des raccourcis. Voilà. Mais en gros, il faut comprendre qu'un tournage, c'est surtout beaucoup de monde et beaucoup de temps. Et qu'un des leviers sur lesquels on peut jouer pour faire baisser le coût, c'est le nombre de jours de tournage. Tout simplement parce que moins de jours de tournage, on paye l'équipe technique en fait à la journée. Donc en fait, vu qu'on les paye en fonction du nombre du jour de travail effectué, et moins on a de jours, moins ça coûte cher. Et donc pour avoir une idée générale un peu de combien ça coûte la fabrication d'un film, normalement, avec des gros guillemets parce que ça varie beaucoup, un film c'est environ 6 à 8 semaines de tournage en moyenne à peu près, et c'est environ 300 000 € par semaine. Alors c'est très indicatif, il y a des films qui valent beaucoup plus cher, des films qui valent beaucoup moins cher, mais on va dire entre guillemets un film normal, c'est environ les coûts que ça coûte, parce que il faut mobiliser des décors qu'il faut louer, il faut mobiliser des techniciens, des comédiens, tout ça fait beaucoup de monde et ça coûte cher. Ça dure aussi longtemps parce qu'en fait on tourne très peu.
Traditionnellement, on considère qu'on tourne entre 2 et 3 minutes utiles par jour. C'est-à-dire que... Et un peu plus en télé. Et un peu plus en télé, mais j'allais y venir, mais c'est-à-dire qu'une journée de tournage, ça correspond à l'enregistrement effectif de 2 à 3 minutes de film qu'on va retrouver à l'écran. En télé, en général, on dit que c'est 3 à 4 minutes, mais enfin, en vrai, c'est des chiffres qui sont un peu discutables parce qu'il y a des séries télé qui ont des budgets nettement supérieurs ou qui peuvent faire un peu moins que des films. Et j'allais dire honnêtement, 4 minutes, c'est une télé tranquille, hein, parce que tu as des chaînes où tu dois rentrer beaucoup, probablement, mais je parle pas des quotidiennes. Voilà, bon, c'est des chiffres un peu discutables, mais je veux dire, tous les jours, on tourne que quelques minutes. Et donc, en fait, bon, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais je veux dire, c'est ça l'idée. Et en fait, on tourne peu parce que chaque plan, c'est toujours compliqué à mettre en place. Faut gérer l'installation, la lumière, les décors, les accessoires, les raccords script, le maquillage, enfin, tout ça. Les acteurs drogués en loge. Les acteurs drogués en loge, tout ça prend ils se droguent parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. Et en fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, bah oui, non, tu rigoles, mais les acteurs passent beaucoup de temps à attendre en fait sur les tournages. Et bien sûr, mais ils droguent pas tous. Et donc, pour faire très simple, en gros, plus il y a de plans, plus ça prend du temps, plus ça coûte cher. Donc le plan séquence, en fait, ça permet de régler ce problème parce que forcément, on tourne le film en une prise, on tourne une très longue prise. Et donc, si jamais, par exemple, dans les épisodes d'adolescence, ils ont été tournés en une seule fois. Et donc en gros ça prend maximum une journée. En fait même d'ailleurs souvent on tourne 2, 3, 4 fois la série ou 4 fois l'épisode dans la journée. Je crois qu'ils expliquaient là, ils le tournaient 2 fois dans la journée. Ils voulaient tourner, c'est ça, une fois le matin, une fois l'après-midi. Ça dépend forcément des décors, des trucs, des lumières qu'on peut avoir, parce que si c'est en extérieur, il y a des problèmes de lumière. On peut pas non plus le tourner 15 fois, mais on peut tourner l'épisode en entier 2 fois. Et donc c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de préparation, qui coûte cher, parce que forcément il faut répéter, il faut avoir du monde, etc. Mais en fait ça devient presque du théâtre d'une certaine manière, parce que tu dois caler tous les éléments très en amont et faire une chorégraphie avec la caméra pour que tous les éléments se déploient devant. Mais en fait c'est souvent largement remboursé par le coût effectif du film. Est-ce que ça réduit véritablement les jours de tournage vu qu'il y a quand même beaucoup de répètes et tout? Alors ça c'est assez difficile à vérifier parce que j'ai pas de truc, mais en réalité oui forcément, parce que même si tu tournes un film d'1h30 en plan séquence, même si tu as 15 jours de répétition et de tournage et de trucs, ça te fait un film tourné en 15 jours, ce qui est en fait dans ces cas-là, tu vois, genre juste ça veut dire que tu payes ton équipe technique pendant moins de jours, que ça veut dire que tu vois, t'as moins de cantine, en réalité c'est quand même c'est forcément beaucoup moins cher. Et d'ailleurs en fait c'est surtout utilisé parce que ça permet en fait de mettre les ressources qu'on veut allouer au film ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs, on a parlé de 1917 tout à l'heure, mais et même de adolescence, on voit souvent beaucoup de tournages en plan séquence avec des grosses scènes avec beaucoup de figuration. Et en fait, parce que la figuration, c'est un des trucs qui coûte le plus cher aujourd'hui, parce qu'il faut payer tout le monde et que ça fait venir beaucoup de gens et que c'est très compliqué, etc. Et donc, on essaie de minimiser autant que possible le temps de tournage avec ces figurants-là, donc on essaie de faire des plans séquences pour que ça aille vite. Et d'ailleurs, oui, ça se voit dans l'épisode 2 de Adolescence, où clairement, il y a autant de figurations, je pense, parce qu'ils le font en plan séquence. Ils n'auraient jamais eu les moyens de le faire sinon. Par exemple, la fameuse scène de 1917, alors que 1917, c'est quand même un film à $100 millions. Mais je pense qu'ils n'auraient pas pu faire certaines des scènes si ça n'avait pas été en plan séquence. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont quand même très impressionnants. Et j'allais dire, en télé, sur une autre série créée par Jack Thorne, sur laquelle j'ai bossé avec lui, qui était Ziedi, la série des Mains chez elle, il y a aussi les scènes avec beaucoup de figurations dans le club, elles ont quasiment toutes été filmées en plan séquence. Oui, on gagne du temps. Et donc on gagne de l'argent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est souvent un moyen pour des jeunes cinéastes ou des cinéastes qui sont pas hyper connus de tourner des séquences qui coûtent super cher, qu'ils n'auraient pas pu faire sinon. Et donc ça permet, parce que forcément quand on démarre, on n'a pas forcément autant de facilité de lever de l'argent. Et donc c'est souvent un outil en fait pour pouvoir faire plus que ce qu'on a, pousser un peu les murs. Et en soi, du coup c'est intéressant et louable. Mais c'est vrai que c'est un intérêt quand même de production très important. Et alors, au-delà effectivement de ce gain de temps, c'est quoi l'effet finalement recherché par le plan séquence ? Même s'il peut être divers. En fait, il peut être divers, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas une seule utilisation du plan de séquence. Alban en a très bien parlé, et Félix aussi, mais il y a la performance, il y a une notion de performance, de montrer quelque chose. Il y a parfois la volonté aussi de mettre en lumière une nouvelle technologie, une nouvelle manière de maîtriser l'outil de cinéma, ce qui est le cas notamment de Soykuba de Mikhail Kalatozov, où en fait ce film ayant été pas vu pendant des décennies, je pense qu'il y a une uchronie quelque part où en fait l'histoire du cinéma est complètement différente si on avait découvert ce film avant, mais en tout cas où il a complètement déconnecté la caméra de
toute notion d'attache à qui que ce soit. Et donc la caméra démarre en haut d'un immeuble pour descendre au milieu de plein de figurants, aller sous l'eau, ressortir de l'eau. Enfin, il y a une espèce de vraiment de prouesse technique. Donc il y a une notion de prouesse technique, il y a parfois une notion de vouloir créer une forme d'immersion, parce que comme tu en parlais, Alban, le plan séquence, il est intimement lié à notre perception du temps au cinéma, parce que comme il n'y a pas de coupe, on peut rien enlever. Et donc comme on a le sentiment qu'il n'y a rien qui a été enlevé, l'attention, en théorie, elle est maintenue. Donc il y a plein d'effets comme ça qui sont possibles. Et Félix, tu peux peut-être parler de certains exemples. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a, je dirais, une approche maximaliste qui s'oppose à une approche minimaliste. Et ça, peut-être que du coup, Émile va me rejoindre un peu là-dessus. C'est tout le cinéma transcendantal dont tu as un petit peu parlé, qui utilise effectivement le temps long et la fixité. C'est-à-dire qu'on va pas chercher une immersion à travers le mouvement, mais au contraire, faire ressentir par le temps long et par l'absence de coupe le temps au spectateur. Jeanne Dillman. Complètement, mais voilà, typiquement, c'est Chantal Akerman, c'est Vera Setacool, c'est cette Bellatar aussi, une approche un peu méditative quelque part justement du cinéma, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que ce procédé peut être utilisé à des fins aussi diverses, parce que c'est vraiment les deux visions qui s'opposent presque dans le cinéma, quoi. Parce que côté maximaliste, on pourrait effectivement citer Birdman. C'est tous les cinéastes mexicains, c'est Iñárritu, c'est Cuarón, voilà. Je sais pas pourquoi il y a un truc culturel. Ça me menace. En plus, je fais un accent italien, donc. Ouais, ça sera peut-être pas coupé au montage. Non, mais du coup, voilà, ça nous a un peu aussi posé la question de quels sont les gros plans séquences et quels sont les différents exemples qu'on peut tirer de ça. Et un des plans séquences les plus connus, entre guillemets, de ceux qui reviennent tout le temps, mais parce que justement, il fait partie de ces plans séquences qui sont à la fois un plan séquence de gros prouveur et en même temps un plan séquence qui est théoriquement hyper intéressant. C'est la séquence d'ouverture de La Soif du mal d'Orson Welles. Pour vous la décrire très rapidement, ça commence par un mec qui met une bombe, donc on nous montre à l'écran le timer sur 3 minutes, donc on sait que la bombe va péter dans 3 minutes, et là la caméra en fait ne va pas lâcher la bombe qui est dans le coffre d'une voiture, et elle va suivre cette voiture pendant exactement 3 minutes, et au bout de 3 minutes, boum, la voiture explose. Donc à la fois c'est hyper impressionnant, très surprenant, très tendu, parce qu'on sait que plus on avance dans le plan, et plus on approche du moment où la bombe va péter, et du coup cette séquence-là est un peu considérée, et pour toutes ces raisons-là, comme une sorte de quintessence du plan séquence, parce qu'à la fois, elle met en lumière une prouesse, une maestria de mise en scène avec des figurants, des mouvements de caméra complètement absurdes, et en même temps, la notion d'un rapport extrêmement intime au temps, puisque c'est le suspense et la tension qui est créée par ce temps ininterrompu qui nous amène à mais où est-ce que la bombe va péter, parce que évidemment, la voiture, elle est arrêtée, elle va passer un poste de frontière, le mec va discuter, donc plus ça avance, plus les éléments temporels vont s'accumuler, plus on se dit mais à quel moment cette voiture-là va-t-elle exploser. Le deuxième exemple, un peu, tu en as parlé aussi, Alban, c'est La Corde de Hitchcock, qui était un peu un des premiers films, Hitchcock étant Hitchcock, c'est un coup prouveur, de vouloir de vouloir faire en gros une illusion de plan séquence sur un seul film, et alors là c'est un whodunit plutôt, enfin même à l'inverse, on sait qui l'a fait, mais on sait pas trop comment on va le découvrir. C'est un Colombo en fait. C'est un Colombo, donc deux jeunes hommes ont tué quelqu'un et ils le cachent. Ils le cachent dans le décor, voilà. Et tout un tas de personnages va ensuite venir dîner dans cet endroit, et en fait le jeu va un peu se retrouver à quel moment on va découvrir le corps. Hitchcock lui-même avait un peu considéré ce procédé comme étant gadget et inopérant après avoir fait ce film, donc lui-même avait considéré que ça avait ses limites, notamment dans les possibilités que ça lui offrait, mais en tout cas il y a quelque chose dans La Corde, si vous pouvez le voir, c'est un film extrêmement ludique, très simple, facile d'accès, hyper marrant. Il y a un côté très rigolo, ce qu'on dit, mais à quel moment justement dans cette soirée en fait le temps va s'étirer et les situations vont devenir de plus en plus étranges, de plus en plus tendues, parce que justement on a ce rapport-là au temps. Et le troisième exemple que je trouve qui est assez intéressant au regard de ces deux exemples-là, c'est Birdman, puisque justement c'est un film qui va utiliser ce contrat qu'on a avec le plan séquence, qui est que comme il n'y a pas de coupe, c'est dans la continuité temporelle, et pour complètement la retourner, puisque quand on va changer je fais comme voilà. La caméra va suivre le personnage, et en passant d'une salle à une autre, alors qu'il n'y a pas de coupe, on est déjà la scène en fait est 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, le lendemain. Du coup, c'est un film qu'en tout cas moi quand je l'avais vu la première fois m'avait marqué par justement le fait de rompre complètement ce contrat qui est le plan séquence égale pas de coupe, donc égale le temps réel que j'ai devant moi,
en totalement changeant de décor. Alors il y a d'autres gens qui l'ont fait de manière un peu différente. L'Arche russe, c'est un peu la même chose avec des personnages qui... Et je crois qu'ils l'ont réussi du troisième coup. Ils l'ont réussi du troisième coup. Mais en tout cas, voilà, Birdman, c'est un peu le plus mainstream en tout cas de ces exemples-là. Mais en tout cas, pour réfléchir à ce rapport qu'on a à la séquence, au temps et à la manière dont on s'y projette, je trouve que c'est un film intéressant. Et alors c'est un peu moins stylé, mais il y a quelques exemples en série. Je sais qu'il y a True Detective, l'épisode 4 de la saison 1. Il y a l'épisode 5 de la saison 3 de Mr. Robot, si je ne dis pas de bêtises. Et récemment, on en avait parlé ici à l'épisode 5 de la deuxième saison de Monsters sur les frères Menendez, qui était en plan séquence, qui, je trouve, pourrait se rapprocher de celui d'adolescence, même si on est en plan fixe. Juste peut-être avant de clôturer ce focus, alors tu vas dire, Roman ? Non, mais moi, je suis là pour faire de la promo pour Mrs. Maisel, donc j'allais dire, il y en a beaucoup dans Mrs. Maisel, surtout dans les ouvertures d'épisodes ou les clôtures d'épisodes, ils aiment beaucoup en faire des pas forcément très longs, mais de 1-2 minutes quand même pour faire les expositions, il y en a énormément. Mais du coup, comment ça se passe, la production de paye, ou t'espères qu'ils te payent Oui, j'attends mon chèque. Non, mais il y a aussi le plan séquence de Kidding de Michel Gondry qui avait été beaucoup regardé sur internet avec bien de scenes, les coulisses, etc. du plan séquence. C'était assez impressionnant. Et effectivement, parce que là on a parlé beaucoup des films qui sont entièrement en plan séquence, mais sinon on peut penser à Elephant de Gus Van Sant, on peut parler, je crois qu'on avait parlé de Panic Room hors antenne, Presence, et pardon, film allemand qui s'appelle Victoria. Ah oui, complètement, que j'ai pas du tout aimé, Victoria. Et ça m'amène sur mon point en question, c'est que personnellement, j'ai eu un débat à un moment donné avec quelqu'un qui me disait mais le plan séquence c'est génial parce que justement, comme vous disiez, ça permet une immersion totale, la tension n'est jamais rompue, il n'y a pas d'artifice et donc je suis 100% impliquée. Personnellement, c'est très facilement l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a un plan séquence et quand mon cerveau réalise qu'on est en plan séquence dans un film, en général, je me mets à analyser techniquement, à me dire tiens, dis donc, c'est très bien chorégraphié. Et vraiment, ça me perd complètement et je pense que c'est pour ça que je suis restée hermétique à l'épisode. C'est ta geekerie, quoi. Bah peut-être, mais c'est pour ça que je suis restée hermétique, notamment à l'épisode 2 d'adolescence, parce que je pense que c'est le plus impressionnant, c'est le plus spectaculaire. Et du coup, je voyais la caméra et je me disais tiens, dis donc, là, les figurants, ils attendaient bien cet endroit-là, etc. Et ça me sort complètement. Je suis la seule comme ça. Ça dépend des films, je trouve que ça dépend de l'histoire qui est racontée autour et comment c'est utilisé. Mais non, sinon je pense qu'il faut que tu te reconvertisses et que tu sois assistante réalisatrice, quoi. Non, mais Victoria, typiquement, ça m'a posé un véritable problème qui était que ça se passe sur une nuit où globalement on suit une jeune femme qui rencontre des mecs un peu louches et ça va partir en couille sur une soirée. Et moi, vraiment, ce truc de me dire la soirée, du coup, elle dure, je sais pas, 1h30, ça tremble dans tous les sens, j'avais envie de vomir. Et à la fin de la soirée, j'arrivais pas du tout à croire qu'en une soirée, je veux dire, moi, je rencontre des mecs un peu louches, à la fin de soirée, je suis pas en train de faire un braquage avec eux, quoi. Il y a un film qui est intéressant là-dessus sur le côté live du plan séquence, qui est un film de Woody Harrelson qui s'appelle Lost in London, qui était un film réalisé en direct. Donc il y a un côté où en fait ils l'ont du coup un peu comme une pièce de théâtre répétée ad nauseam, j'imagine, et ensuite ils l'ont tourné et projeté en même temps dans des salles de cinéma. C'est un film qui est un peu chelou, un trait déambulation de Woody Harrelson dans les rues de Londres, mais c'est assez intéressant de voir que c'est réussi. Dans le même genre, il y avait un téléfilm Arte il y a quelques années sur le second tour de je ne sais quelle élection présidentielle, je pense, où ils avaient tout répété en amont, et donc le plan séquence commence peut-être 1h30 avant le résultat des élections et le film se termine avec la révélation des résultats en direct. Du coup, ils le projetaient sur Arte pour qu'à 20h, machin et tout. Le film n'avait pas trop d'intérêt. Là, c'était vraiment un truc de performance pour le coup, parce que le téléfilm n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais quand tu connaissais, c'était avec Félix Moiti, les coulisses du truc, c'était quand même assez fou et c'était un pari risqué. Ça pouvait ne pas réussir du tout. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat autour. J'ai l'impression j'ai dire, c'est quoi votre plan séquence ? En même temps, j'ai l'impression qu'on a donné déjà plein de titres. Moi, j'aime pas ça. Toi, t'aimes pas ça ? Ah bah tiens, réponds, t'aimes pas ça ? Non, en fait, j'aime pas les films entièrement en plan séquence parce que, je sais pas, ce serait comme lire un bouquin avec une seule figure de style, je trouve pas ça très intéressant. Ouais. J'aime bien, enfin, je trouve que le plan séquence a un intérêt parce que il est confronté au montage, mais de la même manière qu'un film hyper cut, je trouve que ça a pas d'intérêt si t'as pas un plan long à un moment donné. Enfin, c'est le rapport aussi des deux qui est intéressant, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Félix. Et bah, très bien. Moi, je trouve qu'il y en a des biens quand même. Enfin, quand ce truc d'immersion marche, quand le projet est vraiment fort. Moi, le seul vrai film de plan séquence qui m'a vraiment un peu choqué, même presque, c'est Utoya en 22 juillet, où en fait on vit une tuerie. Ouais, non, mais même pas. On vit une attaque terroriste du
point de vue des victimes, quoi. Ce qui est quand même un projet extrême, mais que moi j'ai trouvé frappant parce que très solide, quoi, quand même, très, très impressionnant. Et sinon, je dirais peut-être Hunter the Void pour le côté caméra omnisciente, où du coup il l'utilise pour raconter un récit qui est particulier. Mais sinon, j'avais complètement zappé, tu vois, que c'était un film en plan séquence. Mais après, c'est pas tout en plan séquence. C'est pas tout en plan séquence, mais t'as des grands plans séquences, ouais. Oui, après, voilà, il y a une différence en effet entre les films entièrement plan séquence qui sont assez rares en réalité, et puis tu en as déjà des films qui sont des vrais plans séquences, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, parce qu'il y a beaucoup, comme on le disait, de coupes cachées. De coupes cachées. Et puis il y en a où juste, en fait, certains plans séquences sont extrêmement marquants, mais c'est plutôt ceux-là qui nous intéressent, j'ai l'impression. Et tu disais pendant le jeu, tu parlais des Fils de l'Homme, effectivement, dans lequel il y a un plan séquence très impressionnant. Le dernier film dont on débat ce soir, c'est Berlin, été 42 d'Andreas Dresen. On écoute la bande-annonce. Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe. Ich doch nicht. Wenn doch, was wünschst du dir? Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben. Angst wovor? Et bien comme son titre l'indique, Berlin été 42 se passe Berlin à l'été 42 et raconte. C'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Je sais. C'est l'histoire de Hilde qui rencontre Hans. Elle tombe amoureuse de lui et via ça elle va rejoindre des luttes clandestines contre le nazisme. Alban, d'ailleurs, je sais pas si Alban ou Laurent veut en parler en premier. Oui, je peux en parler en premier. En fait, je crois que vous êtes fâchés contre ce film. Non, mais j'aurais adoré voir le film que tu viens de dire en synopsis. Le problème, c'est que c'est pas ça. En fait, on suit l'histoire. Il faut quand même prévenir qu'on suit l'histoire de cette Hilde, justement, qui se fait arrêter par la Gestapo. C'est déjà la Gestapo, je crois. Et en fait, le film alterne entre des images de son arrestation et de son incarcération que je trouve intéressant. Cette partie-là du film m'a intéressé et m'a même saisi par moments. Et des images beaucoup plus longue parfois de ses souvenirs de cet été 42 où elle rencontre justement ce Hans avec qui on croit qu'elle se marie, mais en fait on sait pas s'ils se sont mariés ou pas. C'est un amour d'été qui s'avère faire de la résistance du côté allemand, c'est-à-dire envoyer des messages en Union soviétique, en Russie. Le film, en fait tu sais pas vraiment le projet du gars, c'est-à-dire que c'est un film très âpre, très, très froid, dans lequel il y a aucune musique, une narration très dépouillée. Il y a 10 personnages mais il y a qu'une seule actrice, en fait il y a un rôle principal et le reste c'est des rôles secondaires par défaut d'écriture, pas par choix délibéré narratif. Et je trouve que les séquences de flashback sont... Je pense que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi vide au cinéma sur un sujet aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est un mélange de films que tu as déjà vus et d'autres que t'as pas envie de voir. Enfin, c'est assez... non, mais c'est vraiment impressionnant ces moments de flashback parce que ça ne dit absolument rien. On ne croit absolument jamais à cette histoire d'amour. Ils ont des amis, ils se fréquentent, on ne les connaît pas, on connaît à peine leur nom et en même temps ils sont censés être importants parce qu'ils sont à l'origine quand même de la capture, etc. Et vraiment, je trouve que voilà, ces scènes sont horribles. En revanche, je trouve que notamment sur la fin du film, à partir du moment où elle est dans le couloir de la mort, à partir du moment où elle est avec le prêtre, à partir du moment où on lui enlève son fils et que moi j'assiste quand même à une scène de décapitation. 10 dernières minutes, quoi. Ouais, mais je trouve que en fait, tu vois, la scène de... la scène de décapitation, elle se fait décapiter. Et en fait, tu vois une femme qui combat pendant tout le film, qui essaye d'être avec son enfant, et tu vois en fait la cruauté de ce geste aussi simple de soulever une sorte de manivelle pour que la scie tombe. Honnêtement, moi, c'est vraiment une scène qui me hante un petit peu depuis hier soir. Donc je trouve que rien que pour ça, le film, je vous conseille pas d'aller le voir, mais je trouve que le film propose des choses parfois intéressantes et c'est vraiment dommage qu'il en fasse rien. C'est sûr que si tu nous recommandes seulement 10 minutes du film et c'est une scène de décapitation, non, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter en salle. La scène des gens vraiment lourds, quoi. Des mecs chauds. Allez le voir pour ça. Laurent, je crois que tu rejoins le constat d'Alban, tu t'es beaucoup ennuyé. En fait, ouais, c'est-à-dire que ce que tu n'as pas dit, mais globalement, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que tu suis en gros l'histoire de cette femme, de son arrestation jusqu'à sa mort, donc dans le système judiciaire allemand qui traite, nazi, qui traite justement des résistants comme des traîtres.
ce point de vue-là est assez intéressant, mais en réalité, il s'y passe pas grand-chose. De toute façon, la fin, on l'imagine déjà dès le début. Il n'y a pas vraiment de discussion à ce sujet. Elle entre, en fait, quand elle entre dans ce système-là et qu'elle se fait interroger, elle est enceinte. Après, en fait, et tout ce passage-là du film parle justement de sa maternité en prison. C'est essentiellement ça le sujet. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui sont touchantes. Liv Lisa Fries, qui est l'actrice principale, elle est géniale. Moi, je l'adore dans Babylone Berlin. Et là-dedans, franchement, elle s'en donne à cœur joie. Elle est super et ça rend le truc un peu intéressant, mais le problème, c'est que en dehors de ce passage-là de maternité, en fait, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que tout ça est un peu cousu de fil blanc, on sait un peu où ça va, etc. On montre un peu la cruauté, la dureté. Il y a des vrais moments qui marchent, notamment le moment de son procès, qui est une parodie de justice totale, où en fait, tu vois que le truc est écrit et que les pauvres espoirs qu'elle peut éventuellement avoir, en fait, sont complètement éreintés en un quart de seconde. Enfin, il y a un truc qui marche vraiment là-dedans, mais en fait, en dehors de ces quelques petits passages, sur cette partie d'histoire, il se passe pas grand-chose, mais en fait, le film raconte l'histoire d'amour qui va donner lieu à la naissance de cet enfant entre elle et ce personnage de Hans, mais cette histoire d'amour arrive en flashback petit à petit de manière antéchronologique. Oui, c'est vrai que j'ai pas C'est-à-dire que précisé plus on... C'est vrai que ça peut avoir son importance de préciser. Par rapport à l'image temps et l'image mouvement, on est où là? La narration est quand même super lourde. La narration est hyper lourde, c'est-à-dire que de temps en temps, on a un flashback de cette histoire d'amour qui va du moment où ils vont se faire arrêter au début. Mais tu sais que j'ai pas capté tout de suite en fait. Et donc en fait, à la fin du film, on est au début, et au début du film, on est à la fin de leur histoire. Et en fait, Memento en fait. Non, mais en plus, mais en moins intéressant. Mais en pas intéressant. C'est-à-dire qu'à la fin, au début du film, en fait, on voit la fin d'une histoire d'amour, on n'a pas compris pourquoi on en était là, et qu'en fait, c'est des personnages qui ont des sentiments forts, mais en fait, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas d'où ils sortent. Et à la fin, bon bah super, on a une rencontre qui du coup a plus d'impact. Mais il y a un film comme ça qui est une histoire d'amour en 5 parties où tu commences par la séparation et tu. Blue Valentine. Non, je pensais pas. Il y a 500 jours ensemble, c'est ça, non? Non, 5 x 2 de Ozon. 5 x 2 de Ozon. Et Marriage Story aussi le fait un petit peu. Il commence par le divorce. Alors, enfin, de toute façon, on est très loin de ça là. Là, après, c'est des films que j'ai pas vus, mais je veux dire, c'est une narration qui est inutilement lourde pour un truc qui en fait aurait été raconté de manière chronologique. Franchement, ça passe mieux même. Oui, ou alors tu te serais concentré uniquement sur l'actrice principale, t'aurais mis aucun personnage autre qu'elle et on aurait laissé la caméra dans l'incarcération, ça aurait pu faire un bon film. Ça aurait pu faire un film intéressant en rajoutant un petit peu d'éléments de contexte. Mais donc c'est vrai qu'il y a vraiment un choix que je trouve hyper bizarre. L'autre problème un peu qui vient de l'histoire globalement dont ça s'inspire, qui est une histoire vraie, c'est que les pauvres résistants allemands, ils étaient pas beaucoup, ils n'ont pas fait grand chose. C'est-à-dire que vraiment il y a un côté un peu Club des 5. Non mais voilà, un peu Club des 5. En fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que la résistance allemande, malheureusement, la majorité des Allemands ont assez facilement adhéré au nazisme. Et donc en fait, ils étaient pas trop contre ça, donc ils ont pas beaucoup résisté. Eux, c'est des communistes convaincus. Il y en a qui sont partis aussi. Il y en a qui sont partis, et puis il y avait des communistes, il y avait d'autres choses, évidemment, il y a eu un peu de résistance. Tous les Allemands n'étaient pas nazis. Mais je veux dire, eux, c'est des communistes convaincus, et donc en gros, ils servent d'espions, même si on ne sait pas trop pourquoi ils sont espions, même si on ne sait pas trop quels sont les renseignements qu'ils envoient. C'est minime. Ils servent d'espions pour l'Union soviétique. Pourquoi? On comprend pas trop. Tous les moments en fait où on essaye de vaguement, où ils balancent des affiches pour essayer de dire aux gens la guerre c'est pas bien, etc. En fait, on sait qu'ils vont pas avoir de problème parce qu'en réalité, on les a déjà vus avant dans l'histoire où ils allaient bien, où ils faisaient autre chose. Donc en gros, ils détruisent en fait les vagues moments de suspense. Il y a un énorme problème en fait dans la construction pour parler de ça qui finalement sont des tout petits enjeux qui marche pas bien, quoi. Donc franchement, il y a un gros problème dans le projet. Sauf si le projet, c'est de filmer Liv Lisa Fries qui joue bien. Ça c'est super, ça marche. Mais franchement, sur 2 heures, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu pénible. Mais du coup, sur ce sujet-là, si vous voulez voir un vrai bon film, je vous conseille Les Derniers Jours de Sophie Scholl, qui est un film qui a, je pense, une 20aine d'années et qui raconte l'histoire de résistants allemands. Ah non, mais il y en a, bien sûr, il y en a. Mais bon, et qui est, je pense, beaucoup plus pertinent du coup que ce que vous décrivez. Parce que justement, sur toute la machine judiciaire absurde du Troisième Reich, etc. Non, mais oui, en fait, je suis complètement d'accord avec Laurent. C'est-à-dire qu'effectivement, on croit pas à l'histoire d'amour et c'est dommage parce qu'en fait, on a que ça à se mettre sous la dent. Et en plus, les seuls moments où on pourrait nous choper par l'histoire, c'est-à-dire nous raconter un moment de l'histoire qui aurait pu être important, mais en fait, c'est pas assez fourni ni assez intéressant pour que ça nous intéresse. Donc le film n'a pas non plus la narration pour lui. Donc en fait, je vois pas pourquoi on se forcerait à aller voir ça. Et ne nous forçons pas à aller le voir. Évitons-nous ce Berlin été 42. C'est l'heure des recos de la perche et cette semaine, c'est une double reco. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Manon, cette semaine, tu nous recommandes un documentaire.
Oui, un docu-série plus exactement. Un docu-série, oui, une série sur Canal qui s'appelle SNL 50 Beyond Saturday Night. Et c'est donc pour les 50 ans, le 50e anniversaire de l'émission SNL. Saturday Night Live pour les intimes. Voilà. Et alors, j'ai regardé que 2 épisodes sur 4 pour le moment, mais chaque épisode se concentre sur un aspect de l'émission. Le premier, c'est la fameuse première audition donc pour intégrer l'équipe du SNL. Et c'est hyper cool à voir parce que tu vois les auditions de Tina Fey, Amy Poehler, enfin des gens qui sont devenus des énormes stars de l'humour aux États-Unis. Donc, et on les voit réagir à leurs premières auditions, donc ils sont un peu gênés, ils sont un peu attendris, il y en a qui pleurent et tout, machin. Enfin, c'est assez cool. Et le deuxième épisode est vraiment passionnant. C'est une semaine avec les auteurs du SNL et c'est vraiment un processus créatif qui est complètement fou. Le SNL, ils ont l'invité le lundi. Il s'avère que cette semaine-là, en plus, c'est Ayo Edebiri pour ne rien gâcher au plaisir. Et ils ont 5 jours pour tous écrire des vannes. Et puis après, c'est présenté. Il y en a qui sont jetés, ils font des lectures communes. Il y en a qui sont jetés, il y en a qui sont gardés. Ils font des répètes en public. Celles où il n'y a pas assez de rire, on les supprime juste avant l'émission. T'as tout le personnage de Lord Michael, qui est le producteur du SNL, où tu sens que c'est une figure genre hyper craint de tout le monde. Enfin bref, d'être auteur au SNL, ça a l'air d'être à la fois un accomplissement et à la fois extrêmement stressant. Ils finissent à des horaires pas possibles. Enfin, c'est vraiment... Puis ils font tout, c'est eux qui vont aussi diriger un peu les équipes créatives et tout. Enfin, c'est complètement fou à voir. Et voilà. Et je crois que le 3e épisode, c'est sur un sketch culte de Will Ferrell, mais je sais plus lequel. Et le dernier épisode, c'est sur une année un peu sombre pour le SNL. Je crois que c'est 1985 où c'était... ils ont failli arrêter et donc Lord Michael a tout repensé. Il a ramené une nouvelle équipe et tout ça. Donc voilà, c'est des épisodes de 1 heure. On voit plein de gens qui pop-up, très connus. Il y a plein d'images d'archives qui sont hyper cool. Et pour les gens qui aiment l'humour américain, c'est cool à voir. Est-ce que dans le premier épisode, on voit l'audition de Aubrey Plaza qui apparemment été catastrophique parce qu'elle est folle et qu'elle a fait un truc complètement insensé que personne n'a compris. On la voit, pour le moment, on la voit pas du tout. Il y a aussi l'audition d'Andy Samberg, enfin plein de gens trop cool comme ça, mais pas Aubrey Plaza. Et elle est trouvable nulle part, cette audition de Aubrey Plaza? Moi, j'ai vu un extrait d'un show dans lequel elle racontait, mais je me rappelle plus exactement de ce qu'elle raconte, mais ça a l'air insensé. Donc, pour Roman, on voit l'audition d'une actrice de Shrinking, celle qui joue sa patiente qui va pousser. C'est une meuf du SNL et on voit sa première audition. Et donc c'est à retrouver sur Canal. Je disais double reco puisque toi aussi, Yuri, tu nous recommandes quelque chose en rapport avec le SNL. Bah oui, parce qu'en fait c'est un film qui a fait un petit peu de bruit dans les festivals en fin d'année dernière, qui s'appelait Saturday Night, qui est réalisé par Jason Reitman, qui est le fils de Ivan Reitman, lui-même Nepo Baby, et qui est filmé quasiment intégralement en plan séquence. Donc ça rejoint un peu notre thématique. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement la dernière heure et demie avant la toute première émission du Saturday Night Live. Il faut rappeler que le Saturday Night Live, si vous connaissez, c'est un peu moins connu en France quand même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une institution énormissime. Et on n'a pas Rita ici qui regarde tous les épisodes. Non, mais juste pour dire, c'est vraiment une émission de 2 heures, 1h30, 2 heures, en direct, avec des sketchs, avec de la musique, et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est vraiment filmé en direct avec du public le samedi soir à New York. Et du coup, il y a un côté un peu sans filet qui est assez incroyable et une mécanique qui est très, très, très rodée. Bon, et du coup, Saturday Night raconte le joyeux bordel en fait qui était la création de cette émission, avec un casting complètement dingue, avec Gabrielle Labelle qu'on a vu dans The Fabelmans, Rachel Sennott qu'on a vu récemment dans tout un tas de films cool qui m'échappent, Dylan O'Brien, ton acteur favori, Elisabeth, Cooper Hoffman, Willem Dafoe, J.K. Simmons, et tous ces gens-là jouent ce beau monde qui était donc Lord Michaels, Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi qui est complètement drogué, qui est complètement fou, Andy Kaufman qui est complètement lunaire, qui débarque, on ne sait pas trop à qui il parle au mur, George Carlin, enfin tous ces gens-là qui étaient là dans le même immeuble, dans le même espace, qui globalement étaient tous complètement starbés, drogués, qui voulaient en fait des girafes dans le studio, enfin c'est un truc complètement fou, et avec les exécutifs de studio qui sont là en fait votre truc, c'est un truc de hippie qui va complètement nous ruiner. Et en fait ce film, il est un peu pour les connoisseurs, dans le sens en fait si vous connaissez pas qui sont ces gens, en fait si vous savez pas qui est George Carlin ou Chevy Chase, ça va pas forcément vous faire rire. Par contre, si vous êtes intéressé un peu par le Saturday Night Live, par en fait aussi ce moment culturel qui a été l'arrivée de tous ces gens de la contre-culture justement sur un gros network américain, et pourquoi en fait ça a pris à ce moment-là, c'est assez intéressant. Et où est-ce qu'on peut voir le film? Sur tous les canaux de VOD, légaux et illégaux. C'est sorti il y a 2 jours en VOD en France. Merci Yuri. On termine évidemment comme chaque semaine par une carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour.
J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Roman, cette semaine, pour terminer dans la bonne humeur, tu nous parles de la crise d'angoisse au cinéma et en série. Tout à fait. Après la thalassophobie de Félix et ton hypocondrie, Elisabeth, j'ai décidé de continuer sur cette vibe La perche est dans l'asile pour vous partager ma pathologie à moi et vous parler donc de crise d'angoisse. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler des miennes, mais plutôt de leur représentation à l'écran, comme tu l'as dit. En fait, je me suis intéressée à retracer un peu toutes les crises d'angoisse marquantes que j'ai pu voir à l'écran, que ce soit en série ou au cinéma, et essayer de comprendre globalement 3 choses. Depuis quand est-ce qu'on les représente, comment est-ce qu'on les filme, et peut-être, pour finir, pourquoi est-ce qu'on les filme, en fait, qu'est-ce qu'elles nous apportent. En fait, c'est hyper dur de savoir quel est le premier film à avoir vraiment représenté une crise d'angoisse, mais on peut quand même voir que les premiers films qui le font représentent surtout l'angoisse, pas vraiment comme une pathologie, mais plutôt au sens large du terme, c'est-à-dire que ça se fait vachement surtout dans les films d'horreur, où on veut plutôt créer le sentiment d'angoisse chez le spectateur, pas très sympa, comme Le cabinet du docteur Caligari en 1920 par exemple. Et en fait, quand les films commencent plutôt à dépeindre des personnages angoissés et tourmentés, on remarque tout de suite autre chose, c'est que c'est d'abord une grande majorité de personnages féminins. D'abord, il y a Rebecca en 1940 ou Soupçon de Hitchcock, parce que justement, c'est avant tout vu comme un état d'hystérie, une forme de folie, de paranoïa, et donc c'est complètement associé aux femmes à l'époque. Et puis un peu plus tard, en fait, surtout après la guerre, ce qui est pas du tout anodin, on commence à associer l'angoisse aux personnages masculins. Donc, par exemple, dans Sueur froide, peut-être que Hitchcock s'est wokisé entre-temps, on a beaucoup parlé de lui par ailleurs ce soir. Et progressivement, jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'on se tourne vers des représentations beaucoup plus spécifiques de la crise d'angoisse, plus réalistes aussi, et évidemment en parallèle avec toutes les avancées sur la psychologie qu'on a pu faire, et puis même avec la démocratisation des débats autour de la santé mentale, c'est vrai que ça évolue énormément. On peut voir passer d'une représentation un peu marginale, donc comme je le disais, chez des personnages qui sont un peu soit des losers, soit qui ont des raisons un peu énormes de faire des crises d'angoisse, comme finalement pour les justifier, à une représentation beaucoup plus globale, beaucoup plus normalisée chez des personnages qu'on considère presque comme des héros, avec des exemples récents, puisqu'on a Iron Man 3 qui fait des crises d'angoisse dans son armure, qui est le héros par excellence, ou encore plus récemment Jackson Marchetti, le mec le plus populaire, le plus stylé de Sex Education, qui développe un trouble anxieux. Donc en fait, on se tourne vers d'autres types de personnages. Maintenant, pour s'intéresser peut-être un peu à comment est-ce qu'on la filme, j'ai essayé de recenser un peu différentes façons dont elles sont représentées au cinéma, en écartant évidemment toutes les mauvaises, parce que quand c'est mal fait, ça peut devenir monstrueusement cliché et limite ridicule. Et donc, je vais surtout citer des exemples concrets, les décortiquer un petit peu avec vous. Je suis obligée, du coup, de parler de Vice Versa 2, puisque vraiment, c'était un peu le phénomène qui parlait d'angoisse pour aussi un public plus enfant et plus jeune. Et le concept de Vice Versa, qui est quand même vraiment de rentrer dans la tête et l'intériorité du personnage. Et là, on va vraiment montrer l'anxiété comme un personnage à part entière. Donc, on a vraiment une personnification de la crise d'angoisse. Elle n'est pas du tout abstraite, mais complètement matérialisée, puisqu'elle est en chair et en os. Et puis, c'est un film qui décide d'être assez didactique, c'est-à-dire que plutôt que de nous parler de la crise d'angoisse à part entière, elle s'intéresse plutôt à montrer son processus, comment est-ce que ça fonctionne, son mécanisme. Ici encore avec des métaphores, on a par exemple une scène qui est assez géniale, où on est dans un espèce d'open space, où on a des employés de la crise d'angoisse, ou du personnage d'angoisse, qui dessinent les pires scénarios possibles qui pourraient se passer, et donc ensuite qui vont se dérouler comme pensée ou image intrusive chez le personnage. Pour un autre exemple en série, on a en Ted Lasso, on la représente toujours avec le même signal d'alarme qui sert un peu de repère à la fois au personnage et aussi au spectateur pour nous montrer qu'il va y avoir une crise d'angoisse, puisque le signal d'alarme qui est que ses mains tremblent. Et ici, en faisant ça, je trouve que la série, elle fait choix en fait de passer d'un plan objectif et extérieur, donc les mains qui tremblent, pour nous amener progressivement vers l'intériorité du personnage et plutôt vers un point de vue assez subjectif. Il y a un autre film qui fait ça en animation et qui vraiment, pour le coup, est complètement dans la subjectivité, c'est Le Chapeauté, qui a été énormément applaudi justement pour cette scène de crise d'angoisse, qui joue avec les espaces, les sons, qui ralentit les images autour du chat à ce moment-là, pour au contraire accélérer et augmenter les sons de la respiration, du battement du cœur. Il va utiliser des techniques de l'animation en fait pour la représenter. Donc on a des travelling compensés virtuels, on a une palette de couleurs qui glisse du chaud au froid. Et donc ici on a aussi une crise d'angoisse qui est vraiment depuis le point de vue subjectif du personnage, mais qui est adapté avec des techniques de l'animé. Un film qui embrasse aussi ce point de vue subjectif sans les techniques de l'animé, c'est je suis obligée de parler de Eighth Grade de Bo Burnham, qui est aussi une personnalité qui parle évidemment beaucoup de son expérience d'anxiété, même en interview, et lui il joue majoritairement avec des effets de mise au point pour justement retranscrire cette espèce de dérangement, d'inconfort chez le spectateur que ressent son personnage. Et c'est finalement en fait plus rare de trouver des cinéastes qui montrent ça de l'extérieur, parce qu'en fait on a beaucoup de représentations subjectives.
Et j'en ai trouvé une qui, paradoxalement, je trouve être une des meilleures représentations pour moi de la crise d'angoisse, qui est en fait un truc un peu niche, c'est-à-dire que c'est un moyen-métrage de Louis Garrel qui s'appelle Le Petit Tailleur. Et dedans, on a Léa Seydoux qui joue une actrice dans sa loge, qui fait une crise d'angoisse et qui, du coup, s'adresse au personnage masculin qui est avec elle pour essayer de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Il n'y a vraiment pas de procédé de cinématographique, si ce n'est que on a un tout petit peu de musique en arrière-fond, mais le procédé, c'est vraiment de faire confiance à la performance d'actrice et au dialogue. Et en fait, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, je trouve, parce que le spectateur est mis à la place d'un complice, en fait, ou d'un personnage secondaire qui écoute et qui essaye de vraiment comprendre. De toute façon, on voit aussi les symptômes physiques, disons, qu'elle a. Et je trouve que ça marche extrêmement bien. Il utilise aussi la durée de la scène pour marquer l'inconfort, la détresse latente du personnage. Et voilà, je trouve que c'est une des rares représentations extérieures qui fonctionne très très bien. Et puis pour finir, peut-être, j'ai promis de répondre un peu à la question pourquoi est-ce qu'on fait ça, à quoi ça nous sert. Je n'ai pas de réponse parfaite à ça parce que c'était peut-être un peu trop vaste, mais je dirais quand même que ça sert de manière un peu logique à se sentir moins seul, à comprendre peut-être ce que c'est, puisqu'on parle beaucoup du coup de représentation subjective, donc pour les personnes qui ne savent pas, de pouvoir l'expérimenter sans que ça fasse trop mal. Et puis surtout, je trouve peut-être de manière plus intéressante, moi c'est ce que j'ai remarqué, disons, en faisant la carte blanche, c'est de comprendre comment est-ce que les cinéastes et du coup un peu la société regardent ces sujets-là, comment est-ce qu'ils évoluent avec. Et je trouve que de voir comment est-ce que la représentation justement de la crise d'angoisse change, ça informe énormément sur à la fois notre société, nos désirs de représentation, mais surtout de ce que la société traverse et comment. Et c'est vrai qu'il y a plein de bouquins d'histoire, de psychologie qui peuvent expertiser comment est-ce qu'une société se comporte, les troubles qui l'accaparent selon les époques. Mais je crois qu'il y a finalement que le cinéma qui permet d'archiver ce que la société ressent en termes d'émotions de l'intérieur en le filmant. Merci beaucoup Romane et merci à tous d'avoir pris part à l'émission. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine. Je ne serai pas là, mais je serai remplacée par l'un d'entre vous. Et bonne semaine. Je vous écouterai depuis mes petites vacances.